Dans War of the Worlds, sorti en 2005 et connu en français sous le titre La guerre des mondes, le monde ne reçoit pas un avertissement clair. Il continue simplement de fonctionner, avec ses rancunes familiales, ses embouteillages et ses petites urgences, jusqu'au moment où les rues elles-mêmes se mettent à rendre ce qu'elles cachaient. Steven Spielberg adapte librement le roman de H.G. Wells, mais il ne nous place pas auprès d'un scientifique, d'un général ou d'un chef d'État. Il nous enferme dans la journée catastrophique d'un père qui ne sait déjà pas s'occuper de ses deux enfants. C'est ce choix qui donne au film son mouvement particulier. La planète est attaquée, pourtant la première question reste très intime. Ray Ferrier sera-t-il enfin capable de protéger Robbie et Rachel quand il ne restera plus aucune excuse pour fuir ses responsabilités? Le récit commence par une voix qui élargit immédiatement l'horizon. Quelque part, des êtres venus d'ailleurs ont observé la Terre. Leur intelligence est immense, leur envie de ce monde est ancienne, et leur projet n'est pas improvisé. Ce prélude ne détaille pas encore leur plan. Il installe une disproportion, l'humanité vit dans un quotidien qu'elle croit solide alors qu'une volonté l'a étudié de loin. Ensuite, le film réduit brutalement l'échelle. Nous arrivons à Brooklyn sur les quais, là où Ray travaille comme grutier. Il est compétent dans son métier, vif, capable de faire bouger des charges énormes avec précision. Mais cette assurance ne le rend pas admirable dans le reste de sa vie. Il se heurte à son supérieur, parle trop vite, s'énerve facilement et semble plus à l'aise dans le bruit des machines qu'auprès des personnes qui lui demandent une attention durable. Ray habite à Bayonne, dans le New Jersey, seul dans une maison qui ne donne pas l'impression d'être préparée à recevoir quelqu'un. Son ex-femme, Marianne, arrive avec leurs enfants. Elle doit partir vers Boston avec son nouveau mari, Tim, pour rendre visite à ses parents, et Ray doit garder Robbie et Rachel pendant le week-end. La situation paraît banale, mais tout ce qui se joue entre eux est déjà visible dans les détails. Marianne ne confie pas les enfants à un partenaire rassurant. Elle les dépose chez un homme dont elle connaît les limites. Robbie, adolescent, accueille son père avec une froideur ouverte. Il ne cherche même pas à cacher le mépris qu'il éprouve pour cette maison désordonnée et pour cette présence qui n'a rien d'un refuge. Rachel, plus jeune et moins hostile, mais son anxiété lui donne besoin de règles, de réponses et de repères. Ray, lui, tente de compenser son absence par des gestes immédiats. Il propose de commander à manger, de louer un film, de faire comme si quelques heures de cohabitation pouvaient réparer des années de distance. La tension familiale n'a rien d'exceptionnel, et c'est précisément ce qui la rend utile. Avant les monstres, avant les sirènes, Ray est déjà un homme qui a perdu la confiance de ses enfants. Il n'est pas présenté comme cruel, il est plutôt immature, centré sur son humeur, incapable de comprendre que Robbie ne veut plus être traité comme un camarade de passage. Rachel, elle, observe tout. Elle remarque le désordre, l'absence de nourriture adaptée, les silences qui s'installent quand Marianne repart. Le film ne lui demande pas d'expliquer cette famille. Son regard suffit. Ray est un père par lien biologique, mais pas encore par constance. La nuit tombe sur cette maison qui n'est pas vraiment habitée. Puis le ciel change. Un orage étrange s'approche, sans ressembler à une simple tempête d'été. Le vent se lève, les nuages deviennent lourds, et les éclairs frappent avec une régularité inquiétante. Ray regarde dehors. Les enfants sentent que quelque chose est anormal, mais aucune explication rationnelle ne tient longtemps. La foudre ne tombe pas au hasard. Elle frappe plusieurs fois le même carrefour, à quelques rues de là, comme si un point précis sous le sol l'attirait. Presque aussitôt, les voitures cessent de fonctionner. Les téléphones, les télévisions et les montres électroniques s'éteignent. Le quartier n'est pas plongé dans une apocalypse spectaculaire. Il est frappé par une panne totale, brutale, incompréhensible. Ray décide d'aller voir. C'est un réflexe à la fois utile et dangereux. Il ne sait pas encore ce qui se passe. Mais il refuse de rester immobile quand le monde extérieur se dérègle. En chemin, il retrouve Manny, un mécanicien qu'il connaît. Manny comprend que la plupart des véhicules ne redémarreront pas parce que l'impulsion a grillé leur système, mais une vieille camionnette dont il vient de réparer une pièce échappe au blocage. Le détail n'est pas anodin. Dans quelques minutes, cette voiture sera la seule sortie possible pour Ray et ses enfants. La survie commence ici par un hasard mécanique, non par une préparation héroïque.
Ray ne devient pas soudainement un expert de la catastrophe. Il dispose simplement d'un moyen de fuir avant les autres. Autour du carrefour, les habitants se rassemblent. Ils regardent les fissures du bitume, les plaques qui se soulèvent, la poussière qui remonte comme si la terre respirait sous leurs pieds. Personne ne sait quoi croire. Certains pensent à une explosion souterraine, d'autres à un accident industriel. Puis le sol s'ouvre. Une machine gigantesque se déploie depuis les profondeurs. Avec ses 3 longues jambes, son corps métallique et ses mouvements d'une souplesse presque organique. Le premier choc vient de là. L'ennemi n'arrive pas dans une navette visible dans le ciel. Il était déjà en attente sous la ville. La foudre n'était pas l'attaque elle-même. Elle apportait les occupants jusqu'à leurs armes. Le tripode ne négocie pas, ne teste pas les humains, ne se montre pas pour imposer une menace abstraite. Il agit. Une lumière se concentre, traverse la rue, et les personnes touchées disparaissent dans une pluie de cendres. Spielberg ne s'attarde pas sur une violence graphique. Il choisit plutôt l'absence instantanée, le vide laissé à la place d'un corps, la stupeur de ceux qui continuent de courir sans savoir ce qu'ils viennent de voir. Ray comprend avant tout le monde que le spectacle est terminé. Il ne reste aucune scène à observer. Il faut fuir. La course de Ray à travers Bayonne donne au film une énergie presque physique. Les rues sont trop étroites, les gens se bousculent, les bâtiments tremblent sous les pas de la machine. La caméra reste près de lui, ce qui empêche le désastre de devenir une image panoramique confortable. Nous n'obtenons pas une carte claire de l'invasion. Nous entendons les cris, nous voyons les fumées, nous devinons la taille de la menace par l'ombre qu'elle projette et par les morceaux de ville qu'elle dérange. Ray ne s'arrête pas pour sauver des inconnus ou chercher une explication. Il retourne vers ses enfants, car il sait où ils sont, et parce que ce trajet est la seule chose qu'il peut encore contrôler. Lorsqu'il atteint sa maison, Rachel et Robbie sont pétrifiés. L'adolescent, qui s'efforçait quelques heures plus tôt de traiter son père avec distance, n'a plus l'espace mental pour maintenir cette posture. Rachel demande ce qui se passe, et Ray ne peut pas lui répondre honnêtement. Il ne sait rien. Sa seule certitude est que la machine tue tout ce qui se trouve à portée. Cette ignorance devient l'une des forces du film. Les personnages ne reçoivent pas le dossier complet sur leurs envahisseurs. Ils comprennent les règles au fur et à mesure qu'elles les frappent. Ray emmène les enfants chez Manny. La camionnette réparée les attend, et il veut partir avant que le quartier ne soit entièrement fermé. Manny a peur. Il voit la ville s'effondrer, comprend que sa voiture peut devenir une chance, mais il n'arrive pas à décider s'il doit abandonner son garage, sa vie, son territoire. Ray lui demande de les accompagner. Manny hésite trop longtemps. Le tripode approche. Ray n'a plus le temps de convaincre un adulte qui reste figé. Il prend le volant avec Robbie et Rachel, laisse Manny sur le trottoir et s'éloigne tandis que l'attaque engloutit le quartier. Manny meurt peu après. Ce moment est dur parce qu'il ne donne pas à Ray une victoire propre. Il a fait ce qu'il devait faire pour ses enfants, mais il porte immédiatement la conséquence de n'avoir pu sauver l'homme qui venait de lui donner le seul véhicule fonctionnel. La camionnette traverse un paysage déjà méconnaissable. Des fumées montent derrière eux, les routes se remplissent de personnes qui cherchent n'importe quelle direction, et l'orage semble avoir emporté avec lui les règles ordinaires du pays. Robbie regarde dehors avec une colère qui n'est pas encore dirigée contre quelqu'un de précis. Rachel, elle, a besoin de savoir où ils vont. Ray choisit la maison de Mary Ann. Ce n'est pas simplement le lieu le plus proche. C'est l'endroit qui lui paraît plus stable que le sien, une banlieue où les enfants ont l'habitude d'être accueillis. Il ne peut pas encore atteindre Boston, mais il peut les ramener vers la seule image de foyer dont il dispose. La maison de Mary-Anne est vide lorsqu'ils arrivent. Les pièces sont propres, rangées, presque silencieuses. Après la panique de Bayonne, ce calme pourrait ressembler à une pause. Ray fouille, donne à boire aux enfants, essaie de rallumer la télévision malgré l'absence de courant. Pourtant, rien ne rassure vraiment, car l'attaque vient de démontrer que le problème n'est pas local. Ce qui a émergé dans leur rue a probablement émergé ailleurs. Le monde n'est plus divisé entre une zone dangereuse et une zone sûre. Il est seulement traversé par des retards d'information. Le lendemain, la preuve arrive du ciel. Un immense avion de ligne s'écrase dans le quartier, fracassant les maisons tout près d'eux. L'image est volontairement déroutante. Dans un récit d'invasion traditionnel, on attendrait qu'un appareil militaire soit abattu par les extraterrestres sous nos yeux. Ici, Ray découvre un avion déjà tombé, comme les habitants découvrent une catastrophe trop vaste pour être racontée dans l'ordre. Il avance dans les débris, voit des survivants et des journalistes qui cherchent de la nourriture dans les maisons. Eux disposent de fragments d'informations. Des tripodes ont attaqué des villes partout dans le monde. Les armes humaines ne traversent pas leurs boucliers. Et les éclairs auraient transporté les pilotes extraterrestres vers des machines enterrées depuis très longtemps. Ce que Ray apprend ne le rend pas plus puissant. Cela détruit, au contraire, la dernière stratégie simple.
Il n'existe aucun appel à faire, aucun barrage militaire à rejoindre avec la garantie d'être protégé. Si les tripodes sont présents dans plusieurs villes et si leurs boucliers repoussent les missiles, l'armée n'est pas une solution immédiate. Pourtant, Ray conserve un objectif très concret: conduire Robbie et Rachel jusqu'à Boston vers Mary Ann. C'est une mission minuscule à l'échelle de la planète, mais elle lui donne enfin une direction. Il ne se bat pas contre l'invasion. Il essaie de traverser un pays qui s'effondre, avant que ses enfants ne soient avalés par le même chaos. Le départ vers Boston réunit tout ce que Ray ne maîtrise pas. Il n'a pas de carte utilisable, pas de radio qui fonctionne, pas de carburant garanti, pas même la certitude que Marianne est encore hors de danger. Il a seulement une camionnette récupérée à la hâte, deux enfants qui ne réagissent pas du tout de la même façon, et une route prise par des milliers de personnes. Au début, il essaie de se comporter comme s'il pouvait garder la situation ordonnée. Il donne des consignes, vérifie que Rachel est attachée, demande à Robbie de regarder autour de lui. Mais chaque kilomètre démontre que ce cadre est fragile. Les voies sont bloquées, les ponts deviennent des goulots d'étranglement, et chaque village semble attendre une catastrophe qui a peut-être déjà commencé ailleurs. Robbie comprend rapidement que son père ne leur dit pas tout. Il ne sait pas davantage que Ray, mais il supporte mal l'idée de devoir suivre quelqu'un qu'il considère déjà comme défaillant. Sa colère n'est pas seulement celle d'un adolescent enfermé dans une voiture. Il a l'âge où l'on veut agir, choisir son camp, faire partie de ceux qui répondent à une attaque au lieu de partir. Rachel, elle, n'a pas cette illusion. Son instinct est de rester près de Ray, de poser une question après l'autre, d'obtenir une promesse. Le voyage ne transforme donc pas immédiatement la famille en équipe. Il révèle plutôt leurs besoins incompatibles. Robbie veut échapper à l'autorité de son père. Rachel veut que cette autorité devienne enfin fiable. À mesure qu'ils avancent, le film évite de transformer les survivants en une foule abstraite. Les gens qu'ils croisent ne sont pas des figurants placés là pour ralentir le héros. Ils ont les mêmes informations incomplètes, la même peur du lendemain, la même envie de saisir l'occasion qui passe. Lorsque la camionnette s'arrête dans une zone encombrée, des inconnus remarquent qu'elle roule encore. Cette voiture devient aussitôt plus qu'un véhicule. Elle représente une sortie rare. Ray refuse de la céder. Il sait que ses enfants ne peuvent pas continuer à pied dans cette confusion. Mais ceux qui l'entourent n'ont aucune raison d'accepter son droit de priorité. Ils encerclent le véhicule, tirent les portières, frappent aux vitres, et leur désespoir bascule en violence. Ray tente de résister, puis comprend qu'il perdrait les enfants avec la voiture s'il reste assis à défendre quelques mètres de métal. La scène ne propose pas de solution ingénieuse. Il n'y a ni poursuite spectaculaire, ni adversaire à vaincre. La foule finit par prendre le véhicule, et les ferriers se retrouvent à pied. Cette dépossession change la nature du voyage. Jusqu'ici, Ray pouvait croire qu'il organisait une évacuation. À présent, il avance comme tous les autres, exposé, sans avantage matériel. Sa chance mécanique a servi à les sortir de Bayonne, puis elle disparaît dès que les règles humaines deviennent aussi impitoyables que l'attaque extraterrestre. Ils parviennent pourtant jusqu'à un ferry chargé d'emmener des réfugiés de l'autre côté de l'Hudson. Cette traversée offre une parenthèse étrange. Sur le bateau, les gens sont serrés les uns contre les autres, mais ils sont enfin en mouvement vers une rive précise. Un instant, une logique collective semble renaître. Des adultes surveillent les enfants, des employés donnent des consignes, chacun espère que l'eau crée une distance avec les machines. Ray garde Rachel contre lui. Robbie regarde au loin. La famille est physiquement réunie, mais le silence entre Ray et son fils demeure lourd. Le garçon ne croit pas vraiment à ce plan, et son père ne sait pas comment lui prouver qu'il en existe un meilleur. Le fleuve ne les protège pas. Un tripode surgit de l'eau à proximité du ferry, immense et silencieux avant le vacarme. Sa présence annule l'idée même de frontière. Les envahisseurs ne sont pas limités aux rues où leurs jambes peuvent marcher. Ils sont déjà partout où les humains espéraient trouver un passage. La panique fait tanguer le bateau, puis le renverse. Ray est séparé quelques secondes de ses enfants dans l'eau noire et les retrouve en luttant contre le courant, contre les corps, contre les morceaux du ferry. Il ne sauve pas toute la foule. Il n'en a pas les moyens. Il parvient à maintenir Robbie et Rachel en vie, ce qui est déjà presque impossible. Sur la rive, les survivants assistent à une autre capacité des tripodes. Les machines ne se contentent pas de détruire. Elles capturent. De longues structures descendent vers les réfugiés, emportent certaines personnes. Et le film laisse la peur se construire, sans expliquer immédiatement ce qu'elles deviennent. Ray voit les prises se refermer sur d'autres familles, puis il force les siens à continuer. Son rôle change très légèrement ici. Au début de l'histoire, il fuyait parce que la mort surgissait devant lui. Après le ferry, il apprend à prendre des décisions malgré la terreur de Rachel, à tirer Robbie dans la bonne direction, à accepter que survivre signifie parfois ne pas regarder derrière soi. Le groupe arrive près d'une zone où l'armée américaine organise une contre-attaque.
Pour la première fois, l'invasion prend l'allure d'une guerre identifiable. Des soldats se déplacent, des véhicules militaires occupent les routes, des hélicoptères et des armes lourdes apparaissent. Robbie réagit à cette vision avec une intensité qui surprend Ray sans lui être totalement étrangère. Depuis l'attaque de Bayonne, son fils a accumulé une rage impuissante. Il a vu des civils brûlés, une voiture volée, un ferry coulé, et il refuse de rester le passager que son père emmène d'un refuge détruit vers le suivant. L'armée lui donne l'image d'une réponse. Elle lui offre une direction à laquelle Ray ne peut pas prétendre. Ray veut partir aussitôt. Il comprend ce que les journalistes ont dit. Les boucliers rendent les armes ordinaires inefficaces. Il sait aussi, sans théorie militaire, que l'endroit où l'on concentre des soldats deviendra l'endroit où les tripodes frapperont. Robbie ne l'écoute pas. Il insiste pour aller avec les combattants, non parce qu'il possède une stratégie, mais parce que cette guerre lui permet de refuser son père. Le conflit prend alors une forme douloureuse. Ray ne peut pas ordonner à Robbie d'oublier tout ce qu'il a ressenti envers lui pendant des années. Il ne peut pas devenir un père exemplaire en plein milieu d'une forêt assiégée. Il peut seulement retenir son fils avec la peur, et cette peur devient insuffisante. Leur séparation ne ressemble pas à une décision claire et bien formulée. Robbie se dégage, rejoint les militaires et disparaît parmi les jeunes hommes qui avancent vers les lueurs de l'attaque. Ray hurle, tente de le suivre, mais doit aussi protéger Rachel. Il est déchiré entre ses deux enfants, et c'est la première fois que le film lui impose un choix sans issue honorable. S'il s'élance vers Robbie, il abandonne Rachel dans une zone de combat. S'il reste avec Rachel, il regarde son fils entrer dans un endroit dont il ne reviendra peut-être pas. Il reste. Ce n'est pas un geste de lâcheté, c'est le prix immédiat de sa responsabilité nouvelle. Mais il ne peut pas le vivre ainsi. Pour lui, cela ressemble à un abandon de plus. La contre-attaque commence presque hors de portée. Ray et Rachel aperçoivent les éclairs des armes humaines, entendent les explosions et voient la fumée monter au-dessus des arbres. Les tripodes répondent. Leurs boucliers résistent. Leur puissance efface rapidement l'idée d'un combat équilibré. Le terrain se remplit de feu et de débris, tandis que Ray continue de chercher Robbie du regard jusqu'à ce que la ligne de front soit engloutie. Aucun corps n'est identifié. Aucune confirmation ne lui est donnée. Mais tout porte à croire que Robbie a été pris dans la destruction. Ray n'a même pas le droit à un arrêt. Rachel est là, terrifiée, et les machines approchent encore. Le film laisse cette perte dans un état de suspension. Ray ne fait pas un discours sur son fils. Il avance, hébété, avec Rachel qui réclame encore une sécurité qu'il n'est plus capable de promettre. Le garçon qui voulait partir a disparu dans une guerre absurde. La petite fille qui avait besoin de réponses dépend maintenant d'un homme qui vient de perdre la seule personne qu'il n'a pas réussi à retenir. Cette situation rend le reste du récit plus claustrophobe. Il ne s'agit plus seulement de rejoindre Boston. Ray doit préserver Rachel alors que son monde personnel vient de se briser. Ils sont recueillis par Harlan Ogilvy, un ancien ambulancier qui les conduit dans une maison isolée près du champ de bataille. L'offre paraît providentielle. La maison tient encore debout. Le sous-sol peut les cacher, et Harlan semble connaître les risques de la zone. Il leur donne un abri au moment où ils n'en ont plus. Pourtant, dès son entrée, quelque chose distingue Harlan de Ray. Ray veut réduire la situation à une tâche simple. Rester silencieux, attendre, trouver plus tard un moyen de repartir. Harlan ne peut pas accepter cette passivité. Lui aussi a vu les tripodes gagner. Lui aussi a vu les armes humaines échouer. Mais au lieu de se replier sur la survie, il commence à chercher une revanche. Harlan se présente d'abord comme un allié utile. Il sait se déplacer dans la maison, il possède des provisions. Il a assez vu la catastrophe pour comprendre qu'un bruit peut attirer la mort. Mais très vite, son discours laisse apparaître une autre logique. Il parle des tripodes comme d'un ennemi qu'il faudrait éliminer, s'accroche à des rumeurs de succès militaire à l'étranger et transforme chaque silence en attente d'un combat futur. Ray ne partage pas cette énergie. Pour lui, il n'est plus question de gagner. Il faut éviter que Rachel soit repérée. Cette différence ne crée pas tout de suite une dispute spectaculaire. Elle s'installe dans leur manière de regarder la même situation. Harlan imagine des armes. Ray écoute les sons dehors et compte les secondes où sa fille reste calme. Le sous-sol devient alors le centre du film. Après les grands espaces de Bayonne, du fleuve et du champ de bataille, Spielberg resserre l'action dans quelques pièces sombres. La maison est assez proche des tripodes pour que leurs vibrations montent du sol. Les murs ne garantissent rien. Les personnages peuvent entendre les machines sans savoir où elles se trouvent. Et cette proximité rend les gestes ordinaires dangereux. Une porte qui grince, un verre déplacé, la respiration trop rapide de Rachel. Tout paraît susceptible de les dénoncer. Le film passe du récit de fuite à une horreur d'attente. Ray n'a plus besoin de trouver une route. Il doit empêcher le monde de pénétrer jusqu'à eux. Rachel souffre particulièrement de cette immobilité. Elle a déjà perdu sa maison, sa mère, puis son frère dans le vacarme de la contre-attaque.
Dans le sous-sol, elle ne dispose même plus de la distraction du mouvement. Elle entend des choses que Ray voudrait lui éviter, devine que les adultes cachent une part de la vérité et cherche un visage auquel se raccrocher. Harlan lui parle parfois avec douceur, mais son agitation est trop forte pour devenir rassurante. Ray, qui avait si mal géré les besoins simples de sa fille au début du film, commence à ajuster son comportement. Il ne possède toujours pas les bonnes réponses. En revanche, il apprend à ne pas laisser sa peur devenir le seul son qu'elle entend. La première visite des extraterrestres dans la maison montre la méthode de l'invasion à une échelle intime. Un dispositif du tripode explore les pièces. Il se déplace avec une curiosité froide, inspecte les surfaces, cherche des signes de présence. Des créatures extraterrestres apparaissent aussi dans le sous-sol, non comme de grands chefs venus parler, mais comme des êtres organisés autour d'une tâche. Leur corps et leurs gestes restent difficiles à saisir. C'est important, parce que le film n'essaie pas de les rendre familiers. Ils ne sont pas des personnages dotés de psychologie que Ray pourrait comprendre. Ils appartiennent à une machine de conquête dont les règles ne tiennent aucun compte de la vie humaine. Ray, Rachel et Harlan se cachent à quelques mètres de cette exploration. Ce passage met en évidence la différence entre les deux hommes. Harlan se tend vers l'action. Il voudrait saisir une occasion de frapper. Ray retient son mouvement. Cette retenue n'est pas de la passivité. Elle est une lecture plus juste de la situation. Les envahisseurs contrôlent la rue, possèdent des capteurs et des boucliers, et les trois survivants n'ont aucune information complète. Dans ces conditions, tirer sur une créature pour satisfaire une colère ne constituerait pas une résistance. Ce serait un signal envoyé à une puissance qui les écrase déjà. La menace quitte la maison, mais le refuge ne redevient pas sûr. À travers les fenêtres et les murs, les survivants voient l'invasion transformer le paysage. Une végétation rouge commence à se répandre. Elle ne ressemble pas à une plante terrestre qui pousserait lentement dans un jardin. Elle s'étale sur les carcasses, envahit les sols, grimpe sur les véhicules et change les couleurs du quartier. Le rouge n'est pas employé comme une explication décorative. Il indique que les tripodes n'occupent plus seulement l'espace humain. Ils l'adaptent. Ils modifient la terre pour leurs propres besoins, avec une rapidité qui fait de chaque route et de chaque maison un territoire étranger. Harlan est bouleversé par ce qu'il observe ensuite. Les machines capturent des humains et utilisent leur sang et leur tissu pour nourrir cette végétation. Le film reste retenu dans sa manière de montrer cette violence. Il privilégie les réactions, les bruits, les conduites qui transportent une matière rouge dans le sol. Harlan n'arrive plus à intégrer ce qu'il voit. Sa colère n'a jamais reposé sur un plan solide. Elle lui servait à éviter l'impuissance. Lorsque l'ampleur de l'exploitation devient visible, cette défense se brise. Il boit, parle de plus en plus fort, s'accroche à ses armes et à l'idée qu'il faudrait sortir combattre maintenant. Ray ne se juge pas meilleur que Harlan. Il est simplement forcé de regarder ce que Harlan met en danger. Rachel dort ou tente de dormir tout près. Le moindre éclat de voix peut attirer les explorateurs. Et Harlan, qui les a accueillis, n'est plus capable de se contenir. Il répète son projet, hausse le ton, se rapproche du moment où son désespoir deviendra audible depuis la rue. Ray tente de le calmer. Rien ne fonctionne. La scène est insupportable parce qu'elle ne propose aucune décision propre. Harlan n'est pas un adversaire que Ray aurait envie de vaincre. C'est un survivant détruit par la même terreur. Quelqu'un qui a fait un geste généreux en ouvrant sa maison et qui devient maintenant un danger pour l'enfant que Ray doit protéger. Ray finit par tuer Harlan hors champ. Le film ne transforme pas ce geste en spectacle ni en victoire. Rachel ne voit pas directement ce qui se produit et Ray revient vers elle avec un visage qui dit moins la justification que le choc. Il vient de franchir une limite qu'il n'avait jamais imaginé franchir au début de la journée. À Bayonne, il s'énervait contre un supérieur, négligeait un repas, fuyait une discussion avec son fils. Ici, pour empêcher le bruit de condamner Rachel, il a supprimé l'homme qui leur avait offert un abri. La catastrophe lui impose une responsabilité monstrueuse, et rien dans le récit ne prétend que ce choix le rend noble ou invulnérable. Cette séquence éclaire autrement la relation entre Ray et Rachel. Pendant des années, Ray pouvait se permettre de croire que son défaut principal était une forme de désinvolture. Le sous-sol lui apprend que protéger quelqu'un ne consiste pas seulement à être présent lorsque tout va bien. C'est aussi porter les décisions qu'un enfant ne devrait pas avoir à comprendre. Il ne raconte pas à Rachel les détails de ce qu'il a fait. Il l'empêche de les voir, la garde près de lui et transforme son propre silence en bouclier fragile. C'est la première fois qu'il accepte d'être seul avec le poids d'une décision plutôt que de laisser quelqu'un d'autre en subir les conséquences. La maison garde pourtant une menace qui ne disparaît pas avec Harlan. Le tripode revient. Cette fois, un appareil de recherche descend plus profondément dans le sous-sol. Ray et Rachel doivent s'immobiliser tandis que l'exploration fouille les recoins où ils espéraient se fondre. Le film ralentit le temps. Rachel est épuisée, Ray ne peut pas courir, et leurs possibilités se réduisent à un souffle.
La peur ne vient plus de la taille du tripode visible dans la rue, mais de l'idée qu'une chose minuscule, une caméra ou un appendice mécanique, peut faire pénétrer cette puissance jusque dans leur cachette. Lorsque le danger immédiat semble reculer, Rachel craque. Elle quitte l'abri et court dehors. Son geste n'est pas une désobéissance calculée. Elle est une enfant poussée au-delà de ce qu'elle peut contenir, frappée par les pertes et par le climat étouffant de la maison. Ray la suit aussitôt, mais il sort trop tard. Les structures du tripode la saisissent et l'emportent. En quelques secondes, le problème de Ray change encore. Il ne doit plus seulement cacher Rachel. Il doit l'arracher à la machine qui engloutit les humains. Ray court derrière le tripode à travers un paysage couvert par la végétation rouge. Tout ce qu'il a appris jusque-là lui dit que cette poursuite est absurde. Les machines sont plus rapides, plus hautes, protégées par des boucliers. Et Rachel a disparu dans l'une de ces cages où il a vu d'autres personnes être emportées. Pourtant, il ne s'arrête pas. Sa logique n'est plus celle d'un homme qui calcule ses chances. C'est celle d'un père qui refuse de laisser sa fille être réduite à une silhouette de plus dans une foule capturée. Il aperçoit un véhicule militaire abandonné et récupère une ceinture de grenades. Ce n'est pas une arme suffisante contre l'invasion entière, mais c'est un objet qui peut encore modifier la situation à l'intérieur d'une machine. Ray prend alors une décision qui paraît insensée, mais qui répond à la seule possibilité qu'il possède. Il se laisse lui-même attraper. Il ne cherche pas à faire tomber le tripode depuis l'extérieur. Il veut atteindre Rachel là où les prisonniers sont retenus. La machine le transporte dans son corps métallique, avec d'autres humains déjà capturés. L'espace n'a rien d'un cockpit que l'on pourrait saboter facilement. Il est étroit, organique, encombré de victimes qui essaient de comprendre ce qui leur arrive. Ray cherche Rachel dans ce désordre, appelle son nom, avance malgré la panique de ceux qui l'entourent. Lorsqu'il la retrouve, elle est vivante, mais la retrouver ne suffit pas. Il faut encore ouvrir une sortie. Les grenades lui donnent cette chance. Ray les utilise contre le tripode de l'intérieur, avec l'aide des personnes enfermées près de lui. Il ne devient pas un combattant invincible, il agit dans un système qui, pour la première fois, ne peut pas lui opposer toute sa puissance à distance. Les boucliers protègent la machine contre les missiles et les armées, pas contre une explosion déclenchée au milieu de ses propres structures. Le tripode s'effondre. Ray et Rachel sont libérés. Cette victoire est locale, coûteuse, presque accidentelle, mais elle possède un poids immense. Après avoir subi l'invasion pendant tout le film, Ray a accompli une action qui sauve directement sa fille. Il ne faut pourtant pas se tromper sur le sens de ce moment. Ray n'a pas découvert la faiblesse définitive des extraterrestres. Il a détruit une machine parce qu'il était emprisonné à l'intérieur et qu'il disposait d'explosifs. L'humanité reste écrasée à l'échelle du monde. Les tripodes continuent de se déplacer, la végétation rouge continue de couvrir les villes et Boston n'est pas encore atteinte. Le film refuse donc la structure rassurante où un héros isolé trouve une arme miraculeuse, renverse la guerre et reçoit aussitôt l'explication du phénomène. Cette explosion ne règle que la survie de Ray et de Rachel. C'est déjà considérable pour eux, mais ce n'est pas la résolution de l'invasion. Père et fille reprennent la route à pied. Leur arrivée vers Boston crée une impression inhabituelle. Le vacarme qui les poursuivait s'interrompt peu à peu. Des tripodes sont immobiles. La végétation rouge se flétrit. Rien ne permet encore à Ray de dire que le danger est terminé. Et il continue de marcher avec cette prudence devenue réflexe. Puis il voit un détail concret. Des oiseaux se posent sur la coque d'un tripode. Plus tôt, les boucliers empêchaient les avions et les obus d'approcher. Si des oiseaux peuvent se poser là, cette protection ne fonctionne plus. Ray prévient les soldats qui accompagnent les survivants. Cette fois, leurs missiles touchent la machine. Le tripode tombe et l'une des créatures extraterrestres apparaît, affaiblie, malade, incapable de maintenir la grande mécanique qui semblait invincible. La scène répond clairement à une question que le film retenait depuis le début. Pourquoi une civilisation capable de préparer une invasion si longtemps s'écroule-t-elle soudain? La réponse ne se trouve ni dans un nouveau missile, ni dans le courage de Ray, ni dans une supériorité militaire retrouvée. Elle se trouve dans la Terre elle-même. La narration finale explique que les envahisseurs n'avaient pas prévu les micro-organismes présents sur cette planète. Les humains vivent depuis des millénaires parmi des bactéries et des virus auxquels leurs corps se sont adaptés. Les extraterrestres ont étudié les villes, enterré leurs machines, attendu le moment d'entrer dans leur tripode. Mais ils n'avaient pas acquis cette défense biologique. Leur intelligence et leur technologie ne les ont pas protégés contre une réalité trop petite pour être vue. Les machines meurent parce que leurs pilotes meurent. La guerre cesse non grâce à une contre-offensive humaine décisive, mais parce que les envahisseurs ne peuvent pas vivre dans le monde qu'ils voulaient posséder. Ce choix vient directement du roman de H.G. Wells. Dans l'histoire publiée à la fin du 19e siècle, les Martiens sont déjà vaincus par les microbes terrestres. Spielberg et ses scénaristes, Josh Friedman et David Coep,
conserve cette conclusion fondamentale tout en déplaçant l'expérience vers une famille américaine contemporaine. Cela permet au film d'utiliser une fin connue de l'adaptation sans la présenter comme un tour de passe-passe, inventé au dernier moment. Les indices existent dans la logique même de l'invasion. Les extraterrestres ont prévu la guerre, pas la coexistence avec le vivant terrestre. Ray et Rachel finissent par atteindre la maison des parents de Marianne à Boston. Le quartier porte les traces de la catastrophe, mais la maison est debout. Marianne est là. Tim est là aussi. Et Robbie apparaît vivant, malgré la séparation près de la contre-attaque. Ray retrouve donc les deux enfants qu'il croyait avoir perdus. Le soulagement de cette réunion est réel, mais la scène reste courte. Elle ne prétend pas que les blessures du film disparaissent parce que tout le monde est réuni dans un salon. Ray ne reçoit pas un discours de pardon. Il est simplement accueilli, épuisé, avec Rachel encore dans ses bras et Robbie devant lui. La survie de Robbie peut surprendre, car le film avait fait de la bataille une image presque certaine de sa mort. Mais son retour joue moins comme une annulation de la douleur que comme un dernier choc émotionnel. Ray a traversé le pays en croyant avoir échoué auprès de son fils au moment le plus grave. Le revoir lui rend une possibilité qu'il n'attendait plus, celle de réparer autrement que par l'urgence. La catastrophe lui a appris à répondre quand Rachel avait besoin de lui. Le dernier plan familial ne garantit pas qu'il saura tout faire désormais. Il confirme qu'il aura, au moins, le temps d'essayer. L'histoire complète se termine donc sur deux échelles qui ne se confondent jamais entièrement. À l'échelle du monde, l'humanité est sauvée par un mécanisme biologique qu'elle ne contrôle pas. À l'échelle de Ray, la journée a détruit les faux semblants qui lui permettaient de rester distant. Il ne peut plus se penser comme un père occasionnel, celui qui improvise un repas et laisse sa vie affective à d'autres. Il a porté Rachel, perdu Robbie, choisi de fuir, choisi de rester, puis choisi d'entrer dans une machine pour récupérer sa fille. Il ne devient pas un héros parfait. Il devient quelqu'un qui a enfin compris ce que la responsabilité exige de lui. Une fois le récit refermé, c'est aussi cette proportion qui explique la force singulière de War of the Worlds. Le film raconte un désastre mondial, mais il refuse de donner à son personnage principal le pouvoir de le résoudre. Ray ne rencontre pas les dirigeants, ne rejoint pas un centre de commandement et ne découvre pas le plan secret des envahisseurs. Sa victoire n'est jamais universelle. Son trajet consiste à conserver un lien humain dans une catastrophe qui traite les humains comme une ressource. Cette limite donne à chaque avancée une valeur concrète. Trouver une voiture, traverser un fleuve, faire taire une maison, retrouver un enfant. Le grand spectacle n'efface pas cette petite mission, il la rend plus urgente. Cette construction repose largement sur Ray Ferrier. Tom Cruise joue un personnage qui n'est pas introduit comme une figure de compétence morale. Ray sait travailler, conduire et improviser dans une crise, mais ses qualités n'ont pas fait de lui un bon père. Le film n'essaie pas de dissimuler ce défaut pour le rendre immédiatement sympathique. Lorsque Marianne lui confie les enfants, il est évident qu'elle ne le considère pas comme l'option la plus stable. Sa maison, son humeur et ses réponses à Robbie le montrent sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une confession explicative. C'est une approche plus intéressante que le portrait d'un père absent qui serait secrètement irréprochable. Ray a réellement laissé les choses se détériorer. Sa transformation n'est pas organisée autour d'une réconciliation verbale. Il ne demande pas à Robbie de lui pardonner, et Robbie ne renonce pas soudainement à sa rancune parce qu'une catastrophe arrive. Le film comprend que les blessures familiales ne se dissolvent pas sous prétexte que les personnages ont une urgence plus grande. Au contraire, l'invasion les rend plus visibles. Robbie ne veut pas suivre Ray parce qu'il ne lui reconnaît pas l'autorité nécessaire. Même lorsque son père prend de bonnes décisions, le garçon interprète sa prudence comme une fuite. Cette résistance rend le départ de Robbie cohérent, tout en restant tragique. Il ne rejoint pas les militaires par stratégie. Il cherche une manière de ne plus dépendre de l'homme qu'il juge incapable de le guider. Ray découvre ainsi une difficulté que les scènes initiales rendaient inévitable. Être père ne consiste pas seulement à empêcher un danger physique. Il faut aussi devenir quelqu'un dont les décisions inspirent assez de confiance pour être suivies. Or, Ray doit apprendre cette leçon au pire moment possible. Quand il demande à Robbie de rester, il a raison sur le danger des tripodes, mais il ne possède pas le capital affectif qui permettrait à son fils d'accepter cette autorité. Le garçon entend la peur d'un homme qui a souvent manqué à ses obligations, non la voix d'un père qui l'a toujours protégé. Le film ne punit donc pas Ray pour une erreur précise. Il lui présente la somme de ce qu'il n'a pas construit. Rachel fonctionne différemment. Elle n'est pas là pour rendre Ray admirable par contraste, ni pour répéter des informations au spectateur. Elle est l'enfant qui mesure immédiatement l'instabilité. Dès les premières scènes, elle pose des questions, signale ce qui manque, regarde les adultes pour savoir si elle peut croire à leur calme. Pendant l'invasion, cette sensibilité devient une force et une vulnérabilité. Elle remarque des détails que Ray voudrait ignorer.
comprend qu'un changement de ton cache une mauvaise nouvelle et porte la fatigue de manière plus visible que lui. Pourtant, elle continue de chercher chez son père la promesse qu'il peut la garder en vie. Le lien entre Ray et Rachel se construit donc par une accumulation de gestes plutôt que par une déclaration. Il la tient lorsque le ferry coule. Il choisit de ne pas courir après Robbie parce qu'elle a besoin de lui. Il filtre ce qu'elle voit dans le sous-sol, même lorsque ce filtrage l'oblige à prendre une décision insupportable. Il entre dans le tripode pour la retrouver. Aucun de ses actes ne réécrit le passé. Il compose toutefois une preuve que Rachel peut sentir avant même de pouvoir l'exprimer. Dans ce désastre, Ray ne la quitte pas. Sa présence devient enfin autre chose qu'une visite de week-end. Il faut aussi remarquer que le film ne remet pas Rachel entre les mains d'un père héroïque afin de neutraliser sa peur. Elle reste effrayée presque jusqu'au bout. Certaines scènes ont été reprochées pour ses cris répétés, mais cette réaction fait partie du projet. War of the Worlds adopte la perspective d'une famille ordinaire, pas celle d'une équipe entraînée. Rachel n'est pas censée s'habituer aux tripodes ou répondre à leurs attaques avec sang-froid. Sa peur rappelle que le public regarde une guerre à travers les yeux de personnes qui n'ont ni équipement ni vocabulaire pour la comprendre. Si elle avait été calme et ingénieuse à chaque étape, le film aurait gagné en confort ce qu'il aurait perdu en fragilité. Arlan Ogilvy agit comme le contrepoint le plus sombre de Ray. Les deux hommes sont des adultes confrontés au même effondrement, mais ils prennent des directions opposées. Arlan ne supporte pas l'idée d'être réduit à l'attente. Il veut refaire de la catastrophe une guerre lisible, un ennemi à viser, une arme à tenir, une rumeur de victoire à croire. Ray, lui, finit par comprendre que cette posture ne sauve personne dans une maison encerclée. Le film ne dit pas que l'action est toujours absurde et que la survie serait toujours passive. Ray agit violemment lorsqu'il doit pénétrer dans le tripode. La différence tient au but. Arlan agit pour reprendre une identité de combattant. Ray agit seulement lorsqu'un geste précis peut garder Rachel en vie. Cette opposition donne au meurtre de Arlan un poids particulier. Ce n'est pas le moment où Ray triomphe d'un rival. C'est le moment où sa responsabilité l'isole complètement. Au début, il a tendance à déléguer l'émotion, à laisser Marianne porter l'organisation familiale, à faire comme si les conflits avec Robbie allaient se résoudre d'eux-mêmes. Dans le sous-sol, il ne peut déléguer ni le silence, ni le danger, ni la décision finale. Il prend sur lui un acte que Rachel ne devrait pas voir. Le film ne lui accorde pas de grandes phrases pour prouver qu'il en comprend la gravité. Son visage après coup suffit à dire que la survie a déplacé ses limites. Marianne est beaucoup moins présente que Ray, Robbie ou Rachel, mais son rôle reste essentiel. Elle incarne le foyer que Ray n'a pas su maintenir. Lorsqu'il conduit les enfants vers Boston, il ne cherche pas seulement une zone réputée plus sûre. Il les ramène vers l'adulte qui a assumé la continuité de leur vie. La maison vide de Marianne, puis la maison de ses parents à la fin, donnent au film deux images très différentes d'un même refuge. La première est une imitation de sécurité. Tout est rangé, mais personne ne peut répondre. La seconde est habitée et la réunion familiale y devient possible parce que d'autres ont tenu le lieu debout pendant que Ray traversait le chaos. Le retour de Robbie complète cette trajectoire sans la simplifier. On peut comprendre que certains spectateurs trouvent sa survie très rapide après le carnage de la bataille. Le film ne montre pas comment il est sorti de la zone de combat, ce qui laisse un vide narratif. Mais à l'échelle du parcours de Ray, cette apparition refuse de transformer l'apprentissage du père en punition définitive. Ray a déjà payé le prix émotionnel de croire son fils perdu. Le revoir n'annule pas ce qu'il a ressenti. Cela lui rend la possibilité de faire mieux dans un monde qui, pour une fois, ne lui retire pas tout. La famille Ferrier ne quitte donc pas le film comme une famille miraculeusement réparée. Marianne n'efface pas le divorce. Robbie ne prononce pas une déclaration de réconciliation. Rachel ne cesse pas d'avoir peur en franchissant une porte. Ce que le dernier plan offre est plus modeste et plus crédible. Ray est présent au moment où ses enfants arrivent. Il a vécu assez longtemps pour constater la fragilité de ce lien. Et il tient Rachel avec une attention qui n'était pas la sienne au début. La catastrophe n'a pas résolu leur histoire. Elle a détruit les protections derrière lesquelles ils pouvaient l'éviter. Cette modestie aide aussi à comprendre pourquoi le personnage ne cherche jamais à devenir le sauveur du monde. Dans beaucoup de récits de science-fiction, l'attaque extraterrestre sert à révéler un individu exceptionnel. Ici, Ray est exceptionnel seulement par la persistance avec laquelle il revient vers ses enfants. Il n'a pas besoin d'être scientifique, pilote ou soldat. Son absence de qualification transforme l'invasion en expérience humaine immédiate. Chaque fois qu'il survit, il doit recommencer à décider à partir de presque rien. Et chaque fois qu'il choisit Rachel, le film rend un peu plus tangible le père que le prologue familial n'avait pas encore montré. La mise en scène soutient cette proximité en refusant longtemps le point de vue surplombant. La première apparition du tripode pourrait être conçue comme une image purement triomphale.
La ville s'ouvre, une machine gigantesque prend possession du cadre, les humains deviennent minuscules. Le film donne bien cette sensation de grandeur, mais il ne s'installe pas dans l'admiration. Ray se trouve parmi une foule qui ne comprend pas encore ce qu'elle regarde. La machine n'est pas révélée avec la distance confortable d'une présentation technique. Elle surgit à hauteur des habitants, entre les façades, au bout d'une rue où personne ne peut vraiment reculer. Ce choix se prolonge dans les scènes de fuite. Le cadre reste souvent assez proche de Ray, de Rachel et de Robbie pour que l'on perde les contours de l'événement général. Nous savons que d'autres villes sont attaquées, mais nous ne les voyons presque pas. Nous savons que l'armée tente de répondre, mais la bataille est cachée par des arbres, de la fumée et des mouvements désordonnés. Cette restriction n'est pas un manque d'ambition. Elle donne au désastre son caractère le plus inquiétant. Dans une crise réelle, les individus ne reçoivent pas immédiatement un plan lisible de la situation. Ils perçoivent une rumeur, une lumière au loin, des gens qui courent, puis doivent agir avant que les informations soient complètes. La caméra emploie cette confusion avec une précision remarquable dans le trajet en voiture. Lorsque Ray traverse les rues encombrées, l'image n'adopte pas le rythme d'une poursuite destinée à célébrer son habileté. Les cadres bougent avec lui, les vitres isolent puis révèlent la foule, et l'on sent à quel point la camionnette peut être stoppée par n'importe quel obstacle. Le véhicule semble provisoire, comme s'il pouvait s'éteindre ou être arraché à ses occupants à chaque intersection. Lorsqu'il est effectivement pris par les survivants, l'événement ne ressemble pas à un retournement artificiel. Toute la séquence avait préparé l'idée que posséder le seul moyen de fuir attire une violence humaine immédiate. Le son des tripodes joue un rôle tout aussi important. Leur appel grave, mécanique, presque animal, n'est pas seulement une signature reconnaissable. Il produit une information émotionnelle avant que l'image ne fournisse une position exacte. On l'entend parfois à distance, derrière une maison, au-dessus d'un fleuve ou dans une rue encombrée. Les personnages ne savent pas toujours si la machine approche, s'éloigne ou s'arrête. Le spectateur partage cette incertitude. Ce son transforme alors les espaces ordinaires en lieux de menace. Une cave, une route, une façade de banlieue ou une berge ne sont plus jamais neutres après qu'il a retenti. L'usage du silence évite cependant que le film devienne une agitation sans respiration. Les moments les plus tendus ne sont pas forcément ceux où un rayon détruit un bâtiment. Dans le sous-sol de Harlan, l'action se ralentit jusqu'à l'immobilité. Les voix se baissent, les bruits de la maison deviennent disproportionnés, et les visiteurs extraterrestres imposent une attention presque insoutenable aux surfaces qu'ils inspectent. Là, la peur ne dépend plus de la puissance des effets. Elle dépend d'une règle simple. Si Rachel fait trop de bruit, Ray ne pourra rien faire. La végétation rouge participe à ce travail de transformation. Elle ne sert pas uniquement à donner une couleur étrange aux ruines, elle modifie le regard porté sur les lieux connus. La banlieue, les voitures abandonnées, les murs et les routes sont peu à peu couverts d'une matière qui ne leur appartient pas. Les tripodes ne passent donc pas seulement par-dessus les villes, ils les recodent. Le rouge introduit une impression de contamination, mais le film ne la traite pas comme une maladie humaine ou une métaphore à imposer. C'est une donnée matérielle de l'invasion. Les envahisseurs installent les conditions de leur propre monde au milieu du nôtre. Cette matérialité explique aussi l'efficacité des images de cendres. Après le premier rayon, Ray est recouvert de poussière blanche. Il ne sait pas d'abord ce qui s'est déposé sur lui. Puis il comprend que ce sont les restes des personnes touchées autour de lui. La scène ne cherche pas à prolonger le choc par des détails morbides. Elle choisit une découverte qui lie directement le corps de Ray à la catastrophe. Il ne peut plus garder l'illusion qu'il observe de loin. L'invasion l'a déjà marqué physiquement avant même qu'il ait trouvé ses enfants. Dans les grands passages d'action, le film conserve la même logique. Le ferry ne coule pas parce qu'une musique annonce le moment dramatique et qu'un plan large donne le temps d'admirer la manœuvre. Il bascule dans la confusion des passagers, de l'eau et des mains qui cherchent un appui. La contre-attaque militaire ne devient pas une démonstration d'arsenal. Elle est vue depuis un père qui essaie de retenir son fils. Et lorsqu'un avion s'écrase dans le quartier de Marianne, l'événement est déjà arrivé avant que Ray n'arrive à proximité. Les conséquences précèdent l'explication. Ce montage maintient l'impression que la catastrophe déborde constamment le champ de vision des personnages. Le regard sur les visages est tout aussi utile. Tom Cruise porte la fatigue de Ray sans faire de son personnage une statue héroïque. Ses réactions deviennent plus courtes à mesure que les décisions s'accumulent, comme si chaque nouvelle urgence réduisait l'espace disponible pour parler. Dakota Fanning donne à Rachel une inquiétude qui ne se limite pas au volume de ses cris. Elle observe, se fige, cherche son père des yeux, et la narration visuelle revient souvent à cette dépendance. Justin Chatwin, lui, fait exister l'énergie de Robbie avant qu'elle ne soit purement tragique. Son envie de partir ne paraît pas écrite pour créer un obstacle.
Elle répond à un adolescent qui ne veut plus être emmené là où on lui dit d'aller. La photographie, aux couleurs froides et aux contrastes appuyés, rend les journées grises de l'invasion presque lourdes à respirer. Même les lieux éclairés semblent menacés par la poussière, la fumée ou la pluie. Cette image n'embellit pas les ruines. Elle les rend sales, encombrées, difficiles à traverser. Le choix convient à une adaptation où le danger n'est jamais une abstraction lointaine. Les corps doivent courir, se cacher, nager, grimper et porter des enfants dans des espaces qui se dérobent. Cette retenue visuelle a un effet précieux sur la fin. Lorsque les oiseaux se posent sur le tripode, le signe est lisible parce que le film nous a habitués à regarder les machines comme des surfaces inaccessibles. Il ne faut pas une explication scientifique détaillée pour comprendre que quelque chose a changé. Le même travail de mise en scène qui rendait les tripodes écrasants rend leur affaiblissement visible. La machine est toujours immense, mais elle n'est plus intouchable. Un oiseau peut désormais y trouver un perchoir. Et c'est cette petite image, non un discours militaire, qui rend la chute possible. Les tripodes restent marquants parce qu'ils ne sont pas traités comme de simples robots. Leur forme associe une mécanique identifiable à quelque chose de vivant et de hostile. Leurs jambes leur donnent une mobilité impossible à prévoir dans une ville. Leur corps se penche, s'élève et traverse les rues avec une agilité qui contraste avec leur masse. À l'intérieur, des pilotes extraterrestres manipulent une arme déjà prête, tandis qu'à l'extérieur, des capteurs et des dispositifs de capture prolongent leur portée. Le résultat n'est ni une créature unique, ni un véhicule militaire traditionnel. C'est une machine qui paraît avoir été conçue pour chasser dans les paysages humains. L'idée que ces machines étaient enterrées avant l'invasion ajoute une couche d'inquiétude. Le film ne détaille pas l'époque exacte de leur arrivée, ni le mécanisme complet de leur enfouissement. Il n'en a pas besoin. L'important est que les villes ne sont pas seulement prises d'assaut. Elles sont révélées comme des lieux bâtis sur une menace dormant sous elles. Bayonne devient dès lors plus qu'une ville choisie pour un premier spectacle. C'est un espace quotidien dont le sol lui-même se retourne contre les habitants. Cette image donne au film une peur très terrestre. Ce qui doit porter les maisons, les routes et les familles peut soudain s'ouvrir. Les éclairs qui frappent le carrefour participent à ce renversement. Ils ne sont pas une tempête ordinaire, ni une arme qui détruit directement la ville. Ils transportent les pilotes vers leurs machines et provoquent l'arrêt des appareils électroniques. Le film transforme donc une image familière, la foudre, en signe d'une logistique extraterrestre. Ray et les autres habitants regardent les éclairs comme un phénomène météorologique étrange. Ils ignorent qu'ils assistent à l'arrivée des occupants. Quand le tripode émerge, le sens de ce qu'ils ont vu vient d'être déplacé. Le ciel ne frappait pas la terre. Il alimentait une invasion déjà installée sous leurs pieds. Les boucliers complètent la sensation d'inégalité. Les humains peuvent voir les machines, les viser, les bombarder. Leur effort ne produit pourtant aucun effet visible. Cette règle évite que la contre-attaque militaire soit une simple étape de suspense avant une victoire attendue. Elle impose une différence de niveau. La technologie humaine ne manque pas de volonté, elle manque de prise. C'est pourquoi Robbie se trompe de manière tragique lorsqu'il rejoint le front. Son désir de répondre est humain, mais le film a déjà établi que l'ennemi ne joue pas dans les mêmes conditions. La capture des humains est encore plus dérangeante que les rayons destructeurs parce qu'elle révèle l'objectif concret des envahisseurs. Détruire une foule peut relever d'une logique de conquête brutale. La capturer signifie que cette foule aura une fonction. Le film retarde cette révélation jusqu'à la maison de Harlan. Puis il montre que le sang et les tissus humains servent à fertiliser la végétation rouge. Les habitants ne sont donc pas seulement des obstacles à éliminer. Ils sont absorbés dans la transformation du territoire. Cette découverte donne un sens rétrospectif aux prises aperçues près du ferry et aux personnes emportées hors champ. Il serait facile de faire de cette végétation un symbole unique, de la lire seulement comme une image de guerre, de contamination ou de colonisation. Le film permet ces associations, mais il est plus solide lorsqu'on conserve d'abord sa fonction matérielle. Les extraterrestres veulent rendre la Terre compatible avec leur biologie. Ils installent une flore qui ne leur appartient pas seulement sur le plan visuel. Elle constitue leur environnement. C'est aussi pour cela que leur défaite possède une logique ironique. En cherchant à adapter la planète à leurs besoins, ils échouent à s'adapter au monde déjà vivant qu'ils veulent utiliser. La faim par les microbes est parfois mal comprise comme une solution extérieure qui dispenserait les personnages d'agir. Elle est extérieure à Ray, bien sûr. Il ne découvre pas un antidote et ne planifie pas la chute des envahisseurs. Mais elle n'est pas arbitraire dans le système du récit. Dès le début, l'invasion repose sur la croyance que tout a été prévu. Les tripodes sont enterrés, les pilotes arrivent avec les éclairs, les boucliers résistent, les humains sont récoltés, la végétation se répand. La seule erreur des extraterrestres est précisément celle d'une intelligence qui pense avoir tout calculé,
parce qu'elle maîtrise les éléments les plus visibles. Ils ont étudié la civilisation humaine et négligé les organismes minuscules qui rendent la Terre habitable à ses habitants. Cette faiblesse ne glorifie pas l'humanité comme espèce guerrière. Les humains ne vainquent pas parce qu'ils seraient plus forts, plus organisés ou plus purs. Ils survivent parce qu'ils appartiennent depuis longtemps à un écosystème dont ils ne sont pas les maîtres absolus. La dernière voix du film rappelle que cette adaptation s'est faite au cours de générations innombrables. C'est une conclusion humble. Après avoir vu les armées échouer, les véhicules devenir inutiles et les villes perdre tout repère, le récit ne rend pas soudain aux humains une puissance qu'ils n'ont pas démontrée. Il les laisse dépendre d'une histoire biologique qui les dépasse. On peut même y voir une limite volontairement laissée ouverte. Les extraterrestres semblent capables de calculer des distances interstellaires, de dissimuler une armée et de construire des boucliers. Comment ont-ils négligé les microbes? Le film ne fournit pas de réponse technique détaillée, et il ne faut pas inventer une justification qui n'est pas formulée. La logique dramatique est plus simple. Ils sont supérieurs dans les domaines qu'ils ont choisi de dominer, aveugles devant ce qu'ils n'ont pas considéré comme une menace. Cette faille les rend moins réalistes, comme ingénieurs parfaits peut-être, mais elle correspond à la tradition de Wells et à l'idée centrale du récit. Une puissance qui conquiert sans comprendre le milieu qu'elle envahit prépare elle-même sa chute. Le changement visible des tripodes, les oiseaux, la végétation qui se fane et l'extraterrestre malade donnent à cette résolution des preuves successives. Le film ne se contente pas de demander au spectateur de croire une phrase finale. Il fait d'abord sentir l'arrêt, puis montre que les défenses ont cédé, ensuite que les pilotes sont physiquement atteints, avant de nommer les micro-organismes. Cette progression est importante. Elle permet à Ray de comprendre quelque chose avec ses yeux avant que la narration ne l'explique à l'échelle de la planète. Une guerre qui semblait invincible s'achève donc par une série de signes minuscules, presque discrets, à l'opposé du vacarme qui l'avait annoncé. L'adaptation de H.G. Wells aide à mesurer ce que le film conserve et ce qu'il transforme. Le roman, publié en 1898, imaginait déjà une invasion venue de Mars et déjà une défaite provoquée par les microbes terrestres. Il regardait l'Angleterre de son époque à travers l'expérience d'un narrateur pris dans un effondrement que les institutions ne parviennent pas à maîtriser. Wells y retournait notamment le regard colonial. Une puissance habituée à imposer sa loi aux autres se retrouvait soudain à la place de ceux qui n'ont aucune défense contre une force supérieure. Le film de 2005 ne cherche pas à transporter chaque élément du livre à l'identique. Il conserve la vulnérabilité des populations civiles, le déséquilibre entre les envahisseurs et les armes humaines, la végétation étrangère, les machines à trois jambes et le rôle final des microbes. Mais il modifie le point d'ancrage. Au lieu d'un narrateur qui observe l'invasion en essayant de comprendre le monde qui s'effondre, il suit Ray, un homme dont le premier problème est déjà sa propre famille. Cette décision rend l'adaptation moins panoramique, mais plus nerveuse. La question de Wells sur la fragilité d'une civilisation devient aussi la question d'un père qui doit mériter la confiance de ses enfants. Les tripodes constituent le lien visuel le plus direct entre les deux œuvres. Ils sont immédiatement reconnaissables, tout en étant redessinés pour traverser les banlieues, les avenues et les fleuves du film. Leur présence garde quelque chose de presque archaïque. Trois jambes, une structure immense, une façon de regarder les humains comme du bétail ou des obstacles. Pourtant, leurs boucliers, leurs capteurs et leur manière de s'intégrer à une invasion mondiale les placent dans une science-fiction contemporaine. Le film ne prétend pas que Wells aurait imaginé exactement cette technologie. Il utilise plutôt son image la plus durable pour donner une forme moderne à l'idée d'une conquête sans égale. Le déplacement géographique est tout aussi significatif. L'histoire commence dans la région de New York et se dirige vers Boston, au lieu de rester dans l'Angleterre victorienne. Les routes bloquées, les ponts, les télévisions éteintes, les voitures inutiles et les informations fragmentaires replacent l'invasion dans un monde saturé de technologies quotidiennes. Lorsque ces outils cessent de fonctionner, les personnages découvrent que leur confort reposait sur des systèmes dont ils ne savent pas se passer. Ray ne peut plus appeler Marianne, vérifier les nouvelles ou compter sur son véhicule moderne. Cette fragilité technique n'est pas une leçon ajoutée à Wells. C'est la manière du film de recréer, pour son époque, l'effondrement des certitudes ordinaires. L'adaptation évite également de faire des extraterrestres les représentants d'une idéologie trop précise. On peut reconnaître, dans leur manière de transformer les lieux et d'exploiter les habitants, la logique d'une invasion coloniale. Mais ils ne prononcent pas de discours, ne revendiquent pas une cause, ne négocient pas leurs conditions. Cette absence les maintient à un niveau plus brut. Ils sont une puissance qui arrive, prend, remodèle et tue. Le public peut alors ressentir le déséquilibre que Wells cherchait à faire éprouver, sans devoir réduire le film à une seule allégorie.
La conclusion par les microbes donne à cette fidélité au roman une vraie valeur. Elle rappelle que le spectaculaire n'est pas nécessairement ce qui décide tout. Les tripodes dominent les rues. Les armées disposent d'armes énormes. Les villes brûlent. Pourtant, l'élément qui met fin à la guerre reste invisible. Cette idée existe déjà chez Wells, mais elle prend un relief différent dans un film qui a consacré autant d'énergie à la puissance des machines. Après avoir mis le spectateur face à des formes immenses, l'histoire rend la victoire à une échelle microscopique. Le clin d'œil le plus discret à l'histoire des adaptations apparaît à la toute fin. Gene Barry et Anne Robinson, qui avaient tenu les rôles principaux du film de 1953, apparaissent comme les parents de Marianne. Leur présence dure peu, ce qui évite de casser l'émotion de la réunion familiale. Mais elle relie le film de Spielberg à une version antérieure très connue de l'histoire. Cette continuité ne demande aucune connaissance préalable pour fonctionner. Pour ceux qui la reconnaissent, elle ajoute simplement l'idée que la guerre des mondes revient à chaque époque avec de nouveaux visages et de nouvelles peurs. Le choix de Spielberg est donc moins celui d'un remake du roman que celui d'une conversation avec ses images durables. Les tripodes, la fuite des civils et les microbes restent en place. La famille, le paysage américain, la technologie moderne et le point de vue serré changent l'expérience. Là où certaines adaptations racontent une guerre vue depuis les centres de décision, celle-ci la traverse avec une personne qui n'a aucune place dans la stratégie globale. La catastrophe ne lui demande pas son avis. Elle lui tombe dessus un week-end où il devait seulement garder ses enfants. Cette simplicité du point de départ rend l'héritage de Wells étonnamment vivant. L'invasion n'est pas chargée d'expliquer tout le cosmos. Elle sert à rendre visibles les dépendances qu'une existence normale peut masquer. Dépendre de l'électricité, d'une voiture, d'un téléphone, d'une route ouverte, d'un foyer, de la confiance d'un enfant. En les retirant les unes après les autres, le film retrouve l'intuition centrale du roman. Une société qui se croit stable peut découvrir en quelques heures qu'elle ne contrôle presque rien. Cette façon de raconter dépend d'un ensemble de choix de production très cohérents. Steven Spielberg réalise le film avec un scénario signé Josh Friedman et David Coep. Leur adaptation ne passe pas de longues minutes à expliquer la science des extraterrestres avant l'attaque. Elle s'appuie sur des éléments immédiatement perceptibles. La panne, l'orage, la rue qui s'ouvre, la lumière du rayon, le véhicule qui roule encore. Ce refus du dossier explicatif donne à l'histoire son élan. Le spectateur apprend en même temps que Ray et chaque nouvelle règle surgit lorsqu'elle devient nécessaire à sa survie. Tom Cruise et Spielberg avaient déjà travaillé ensemble sur Minority Report. Ici, Cruise ne joue pas une figure de professionnel brillant chargé de comprendre une technologie nouvelle. Ray est beaucoup moins préparé, beaucoup plus impulsif, et c'est cette différence qui nourrit le film. L'acteur apporte à la fuite une énergie physique directe, mais la mise en scène le laisse aussi paraître perdu, épuisé, parfois incapable de trouver les mots. Le personnage ne gagne pas sa place parce qu'il domine les autres. Il la gagne parce qu'il cesse peu à peu de se mettre lui-même au centre. Dakota Fanning donne à Rachel une présence qui oblige les scènes à garder leur ancrage émotionnel. La performance ne cherche pas à rendre l'enfant idéal ou toujours agréable. Rachel peut être paniquée, exigeante, épuisée. Mais ses réactions empêchent le film d'employer la catastrophe comme un simple terrain de jeu pour un héros adulte. Lorsqu'elle demande ce qu'elle voit, lorsqu'elle ne supporte plus un silence ou lorsqu'elle se met à courir, Ray doit répondre à une réalité que les armes ne résolvent pas. Un enfant ne peut pas absorber une guerre à la cadence d'un adulte qui improvise. Justin Chatwin a une fonction plus brève, mais Robbie est nécessaire pour empêcher l'arc de Ray de devenir trop lisse. Son ressentiment ne fournit pas une exposition pratique sur le divorce. Il demeure un obstacle vivant. Même quand Ray agit correctement, Robbie est déjà trop blessé pour lui faire confiance. Cette résistance est l'une des raisons pour lesquelles la séparation près de la bataille reste douloureuse. Le film pourrait faire de Robbie un fils immédiatement admiratif dès que son père prend le volant. Il préfère maintenir leur conflit jusqu'au point où la catastrophe rend toute explication impossible. Tim Robbins, dans le rôle de Harlan Ogilvy, introduit une énergie presque opposée à celle de Cruise. Harlan parle, imagine, s'agite et veut transformer la peur en plan de guerre. Sa maison est un refuge, mais son esprit ne peut pas devenir un refuge pour Rachel. Le face-à-face entre les deux hommes fonctionne parce qu'aucun ne dispose vraiment d'une solution. L'un veut agir trop tôt, l'autre ne peut que contenir la crise. Cette impasse donne à la scène finale du sous-sol sa noirceur. Elle ne dépend pas d'un méchant désigné, mais d'une coexistence devenue impossible. La voix de Morgan Freeman, présente au début et à la fin, offre une échelle différente. Elle ne remplace pas l'expérience de Ray en commentant chaque scène. Elle encadre le récit avec le point de vue de l'humanité entière, rappelle l'observation des envahisseurs, puis nomme la raison de leur défaite. Entre ces deux moments, le film reste au ras des survivants. Ce contraste permet au prologue de promettre une histoire cosmique
sans retirer au centre du film son point de vue intime. Le travail des images et des effets ne cherche pas à rendre les tripodes propres ou décoratifs. Les machines sont insérées dans des rues encombrées, dans l'eau du fleuve, entre des maisons et au-dessus de foules qui n'ont pas de voie de sortie. Cette présence matérielle est essentielle. Le film ne demande pas de croire seulement à une silhouette numérique dans un ciel vide. Il fait sentir les poids, les vibrations, les ombres et la poussière que les tripodes imposent au lieu qu'ils traversent. Leur gigantisme devient crédible parce qu'il perturbe toujours quelque chose de familier. Enfin, le choix de faire jouer les conséquences plutôt que les explications protège la durée du récit. Les scènes de panique ne sont pas là pour remplir l'intervalle entre deux révélations. Elles permettent d'observer comment Ray se comporte lorsque toute solution disparaît. Les scènes de silence n'interrompent pas l'action. Elles montrent le coût de la survie, et les rares informations sur l'invasion arrivent au moment où elles modifient la direction prise par la famille. Cette économie donne au film son rythme. Une avancée, une perte, un abri, une menace, puis une décision qui coûte plus que la précédente. Sorti en 2005, War of the Worlds a aussi été reçu dans une Amérique encore marquée par les images de catastrophes urbaines du début des années 2000. Il serait imprudent de réduire le film à un commentaire unique sur cet arrière-plan, car son histoire vient de Wells et ses peurs dépassent un événement précis. Mais certaines images expliquent pourquoi il a touché un air particulier. Des habitants couverts de poussière, des familles qui se perdent dans une foule, des routes bloquées, des avions tombés au milieu d'un quartier, une menace qui transforme la vie ordinaire en zone de survie. Le film ne convertit jamais ces images en discours politiques explicites. Il préfère l'expérience d'un citoyen qui découvre que les structures supposées le protéger ne peuvent pas répondre à temps. Les communications s'arrêtent. Les autorités apparaissent de manière fragmentaire. Les militaires combattent avec courage, mais leurs armes ne suffisent pas. Le sentiment dominant n'est pas celui d'une nation rassemblée autour d'une stratégie, mais celui d'une population qui se demande où aller lorsque toutes les directions semblent dangereuses. Cette absence de réponse institutionnelle claire renforce le choix de Ray comme personnage central. Un président, un scientifique ou un officier aurait accès à des informations et à des moyens qui éloigneraient le spectateur de la peur primaire. Ray n'a ni de carte complète ni de langage pour nommer ce qui arrive. Il doit décider selon ce qu'il voit. Cette proximité donne au film une résonance de cauchemar contemporain. Le danger ne vient pas nécessairement d'un endroit que l'on peut désigner, il surgit dans un espace connu et retire d'un coup les habitudes qui organisaient la journée. La destruction du quartier de Bayonne est révélatrice. Au lieu de commencer par un monument mondialement célèbre ou un centre de pouvoir, le film s'attache à un carrefour, à des commerces, à des immeubles et à des voisins. C'est une manière de rendre la menace plus démocratique, au sens le plus terrible du terme. Aucun endroit n'est trop banal pour être frappé. La même logique se retrouve dans le crash près de la maison de Marianne et dans les rues couvertes de végétation rouge. L'invasion ne choisit pas seulement les symboles. Elle rend inhabitable le tissu ordinaire d'une ville. Le parcours de Ray reste toutefois plus vaste qu'un simple récit de traumatisme collectif. Il montre aussi comment les catastrophes mettent à nu les liens existants. La peur ne crée pas ex nihilo le conflit avec Robbie. Elle l'accélère. Elle ne fabrique pas le besoin de sécurité de Rachel. Elle le rend impossible à ignorer. Elle ne transforme pas Ray en un nouvel homme par miracle. Elle le prive des occasions de rester un homme absent. Le monde extérieur s'écroule et les personnages découvrent ce qui tenait réellement ou non dans leur propre vie. C'est pourquoi le film ne se contente pas de faire ressentir la panique. Il revient constamment à la question de l'attachement. Ray a beau être séparé de Mary Ann, il connaît l'adresse de ses parents et y conduit les enfants. Robbie a beau rejeter son père, il réapparaît dans le foyer familial. Rachel a beau être paralysée par la peur, elle continue de chercher Ray au milieu des pires scènes. Les tripodes déshumanisent les habitants en les capturant et en transformant leur environnement. La réponse du film ne prend pas la forme d'une idéologie. Elle consiste à ne pas laisser les liens les plus immédiats être entièrement détruits. War of the Worlds mélange plusieurs genres sans perdre son axe. Dans son premier mouvement, c'est un film catastrophe. Une ville est frappée, les habitants fuient, les moyens de communication disparaissent et la famille doit se déplacer à travers un territoire instable. Puis le film glisse vers la survie. Les ressources deviennent rares, la voiture est perdue, le ferry sombre, l'armée ne peut pas ouvrir une route sûre. Enfin, dans la maison de Harlan, le récit prend franchement les codes de l'horreur. Un groupe caché, un bruit qui peut être fatal, une créature qui explore les pièces, un adulte dont le comportement devient imprévisible. Cette progression ne ressemble pas à une juxtaposition de morceaux. Elle suit la réduction des options de Ray. Tant qu'il possède la camionnette, il peut encore croire qu'il existe une issue par la vitesse. Après l'attaque de la foule, il doit compter sur les déplacements collectifs. Après le ferry et la perte de Robbie,
Il ne peut plus viser qu'un abri. Dans le sous-sol, même cet abri devient un piège. Le changement de genre traduit ainsi le changement de situation. Le film ne ralentit pas arbitrairement au milieu de son récit. Il montre qu'une fuite mondiale finit toujours, pour certains survivants, par se refermer dans une seule pièce. Le travail de suspense est particulièrement net dans la manière dont les extraterrestres sont révélés. Le premier tripode est vu dans sa totalité parce que Ray, et avec lui le public, doit comprendre l'échelle de la menace. Après cela, le film peut faire l'inverse. Il montre une ombre, une jambe derrière une façade, une sirène lointaine, une surface qui tremble. Le spectateur n'a plus besoin d'être convaincu que les machines sont puissantes. Il a besoin de savoir si elles ont entendu un souffle ou remarqué un mouvement. Cette économie empêche les tripodes de s'user comme une image répétée. Les humains restent eux aussi une source de danger sans devenir une caricature. La foule qui prend la camionnette agit avec violence, mais elle ne se présente pas comme un groupe de méchants. Ses membres voient un véhicule qui fonctionne alors que leurs propres familles sont bloquées. Le désespoir abrège toute discussion. Arlan devient dangereux, mais il a accueilli Ray et Rachel avant de céder à sa panique. Même Robbie, dont le choix met tout le monde en péril, agit à partir d'une rage compréhensible. Le film n'oppose donc pas des victimes vertueuses à des antagonistes égoïstes. Il observe comment la peur peut rendre les intérêts incompatibles lorsque personne ne possède assez de ressources. Cette nuance est essentielle à la scène de la voiture. Ray est un père qui doit protéger ses enfants, et le public est naturellement placé de son côté, mais il détient aussi le seul véhicule capable de partir. Les personnes qui le forcent à l'abandonner veulent exactement ce que lui veut, une chance d'éloigner les leurs de la mort. Le film ne demande pas de les absoudre. Il rend simplement impossible l'idée que la morale ordinaire restera intacte lorsque chaque minute ressemble à une condamnation. La catastrophe ne révèle pas une humanité naturellement bonne ou mauvaise. Elle pousse chacun à choisir à partir d'une peur trop vaste pour être traité sereinement. Le rythme reste pourtant attentif aux besoins d'une voix humaine. Après une grande séquence de mouvements, une respiration arrive souvent sous une forme imparfaite. La maison de Marianne offre une pause avant le crash. Le ferry donne aux réfugiés quelques minutes d'ordre avant de devenir un piège. Arlan ouvre une porte avant que son sous-sol se referme. Ces refuges ne sont jamais durables, mais ils permettent au film de renouveler l'angoisse. On ne regarde pas seulement des personnes courir pendant 2 heures. On les regarde croire un instant qu'elles vont pouvoir s'arrêter, puis comprendre pourquoi cet arrêt n'est pas possible. La violence reste assez retenue pour que la peur ne dépende pas d'une accumulation de détails choquants. Les rayons réduisent les victimes en cendres. Le ferry emporte des gens sous l'eau. La végétation rouge évoque le sort des captifs. Mais le film ramène presque toujours l'attention vers un visage, une fuite ou une décision. Cette retenue ne minimise pas la gravité des événements. Elle évite de les transformer en spectacle de souffrance. Le spectateur sait très bien ce qui est en jeu sans que la mise en scène doive prolonger chaque mort. L'horreur la plus durable vient peut-être du fait que les tripodes ne montrent aucune colère personnelle. Ils ne poursuivent pas Ray parce qu'il les a offensés. Ils ne négocient pas avec lui, ne le reconnaissent pas, ne cherchent pas à lui apprendre une leçon. Leur violence est fonctionnelle. Ils occupent, détruisent, capturent, fertilisent. Cette absence de dialogue rend impossible toute ruse psychologique. Ray ne peut pas convaincre l'ennemi, seulement le contourner ou, lorsqu'il n'a plus le choix, l'endommager physiquement. À ce niveau, le film renverse la promesse habituelle du cinéma d'invasion. La question n'est jamais vraiment: comment l'humanité va-t-elle battre les extraterrestres? C'est: combien de temps une famille peut-elle rester une famille lorsque chaque structure qui la soutenait a disparu? Ray ne reçoit pas les réponses sur l'univers. Il découvre des façons de répondre à Rachel. Il ne retrouve pas Robbie grâce à une stratégie. Il traverse le film avec la douleur de l'avoir perdu. Cette focalisation maintient la tension parce que le conflit affectif continue même lorsque les tripodes sortent du cadre. Le rythme de la dernière partie confirme ce choix. Après l'évasion du tripode, le film ne relance pas une dernière grande bataille humaine contre les extraterrestres. Il ralentit, observe les machines immobiles, donne à Ray le temps de voir les oiseaux, puis laisse les soldats agir sur une information simple. La résolution accepte le silence après le vacarme. C'est une sortie plus étrange qu'un déluge final, mais elle convient au récit. L'invasion ne s'arrête pas parce que les humains ont enfin trouvé le spectacle le plus grand. Elle s'arrête parce que sa propre puissance a rencontré une limite qu'elle n'avait pas anticipée. Ce qui fonctionne le mieux dans War of the Worlds est aussi ce qui peut diviser. Le film ne s'intéresse pas à une explication exhaustive de l'invasion. Il ne donne pas de carte des machines enterrées, ne décrit pas la société extraterrestre et ne détaille pas la manière dont chaque ville est tombée. Ceux qui cherchent une science-fiction fondée sur des règles minutieusement exposées peuvent rester sur leur faim. Le récit choisit au contraire la perception fragmentaire.
Cette option donne de la force à la peur, mais elle laisse délibérément des zones que l'on ne peut pas remplir par des certitudes. La survie de Robbie est le point qui suscite le plus facilement une réserve. La bataille dans laquelle il disparaît est montrée comme un carnage, et le film ne raconte pas le chemin précis qui l'amène ensuite à Boston. Pour une partie du public, ce retour peut sembler trop commode. Cette objection est légitime, car la continuité matérielle est laissée hors champ. On peut néanmoins distinguer ce manque d'explication de l'intention émotionnelle de la scène. Le film veut placer Ray dans la douleur de croire son fils mort, puis lui rendre l'enfant au moment où tout paraît terminé. La logique affective est claire, même si la logique du déplacement n'est pas développée. Harlan offre une autre zone de discussion. Son basculement est très rapide, et le film lui accorde peu de temps avant que Ray soit forcé de l'arrêter. Cette brièveté peut donner l'impression que le récit accélère vers une décision extrême. Mais elle correspond aussi à la fonction de la séquence. Harlan n'est pas un personnage secondaire destiné à recevoir une histoire complète. Il incarne le moment où l'abri, jusque-là possible, devient plus dangereux que l'extérieur. S'il restait trop longtemps un partenaire équilibré, le film ne pourrait pas faire peser sur Ray cette décision sans déplacer tout son centre de gravité. La fin biologique est également parfois accusée d'arriver de l'extérieur. Encore une fois, cela dépend de ce que l'on attend d'un final. Si l'on veut que Ray sauve la planète, le choix peut frustrer. Mais le film n'a jamais construit Ray comme celui qui devait gagner la guerre mondiale. Dès le premier tripode, il est placé du côté de ceux qui ne comprennent pas le système. La résolution par les microbes respecte cette modestie. Elle ne résout pas le monde par son talent. Elle conclut une adaptation de Wells en laissant Ray accomplir son propre acte décisif, sauver Rachel, avant qu'une force plus large mette fin au conflit. Le film est donc plus solide lorsqu'on accepte sa hiérarchie. Le récit mondial existe pour rendre impossible la tâche locale. Les explications ne doivent être fournies que lorsqu'elles changent la survie de la famille. Les invraisemblances ou les raccourcis qui apparaissent à l'échelle globale ne disparaissent pas pour autant, mais ils ne pèsent pas tous de la même manière. La question essentielle reste moins de savoir si chaque élément de la guerre est documenté que de savoir si Ray, Robbie et Rachel traversent les conséquences avec une cohérence émotionnelle. Sur ce plan, le film tient sa ligne. Plus le danger grandit, plus Ray doit se rendre disponible à ce qu'il avait évité. Il est aussi juste de remarquer que l'intensité devient parfois presque écrasante. Le film passe rapidement d'un désastre à un autre. Bayonne, le crash, la foule, le ferry, l'armée, le sous-sol, l'enlèvement de Rachel. Certains spectateurs auraient voulu davantage de moments de calme ou de compréhension entre les personnages. Pourtant, ce refus du répit appartient à son identité. La journée de Ray ne devient jamais une aventure maîtrisée. Elle ressemble à une succession de traumatismes dont il n'a pas le temps de mesurer le précédent avant que le suivant arrive. Le film choisit de faire ressentir ce flux plutôt que de l'organiser en étapes confortables. Ce choix ne dispense pas la mise en scène de précision. Pour que l'accumulation fonctionne, chaque séquence doit changer quelque chose. Bayonne détruit le quotidien. La maison de Mary-Anne détruit l'idée d'un refuge familial immédiat. La foule retire le véhicule. Le ferry retire la possibilité de fuir par l'eau. La bataille sépare Robbie. Harlan montre que les humains peuvent devenir imprévisibles. L'enlèvement de Rachel forcerait à faire demi-tour vers la machine. Puis les oiseaux signalent que le système invincible est en train de céder. Le film ne répète pas le même danger, il réduit les options de manière progressive. Sa limite et sa force se rejoignent donc dans sa simplicité. Spielberg ne transforme pas le texte de Wells en encyclopédie de l'invasion. Il en fait une fuite tendue, portée par des images qui restent dans la mémoire et par un père qui découvre trop tard la valeur d'être là. Cette direction ne satisfera pas ceux qui veulent tout savoir sur les extraterrestres. Elle donne en revanche à l'histoire une nervosité rare, parce que le film ne prétend jamais que ses personnages savent plus qu'ils ne savent vraiment. Cette honnêteté explique la persistance de certaines images bien après le récit. Le carrefour frappé par la foudre, le premier tripode qui se déploie entre les immeubles, recouvert de poussière blanche, le ferry renversé, les longues jambes dans l'eau, le sous-sol silencieux, la plante rouge sur les véhicules, les oiseaux posés sur la coque. Aucune de ces images n'a besoin de résumer tout le film. Elles restent parce qu'elles appartiennent à un moment précis de l'expérience de Ray. Elles sont liées à une perte, à une fuite ou à une découverte, plutôt qu'à une simple démonstration technique. Le premier retour sur Bayonne, par exemple, permet de mieux sentir la progression du personnage. Ray y court vers ses enfants alors qu'il ne sait même pas quoi protéger exactement. Il agit par instinct et par panique. Dans le sous-sol, il agit avec une connaissance plus terrible des risques. Il sait ce que les tripodes font aux captifs, il comprend qu'un bruit peut tout détruire, et il porte déjà la disparition de Robbie. À l'intérieur de la machine, il ne fuit plus. Il choisit d'entrer dans le danger parce que Rachel y est. Le trajet ne fait pas de lui une personne différente à chaque scène.
Il enlève simplement les possibilités de rester le même. La voiture réparée par Manny mérite aussi une seconde attention. Au moment où Ray la prend, elle semble être un heureux détail mécanique, la seule chose qui fonctionne encore après les éclairs. Elle devient ensuite une ressource convoitée, puis disparaît au profit de la foule. Cette trajectoire concentre tout le film. Une protection provisoire existe, elle aide à franchir un obstacle, mais elle ne peut pas durer parce que le monde qui l'entoure a cessé de respecter les règles ordinaires. Ray ne gagne jamais un avantage qu'il pourrait conserver. Il obtient seulement assez de temps pour atteindre la difficulté suivante. Le même principe s'applique au refuge. La maison de Marianne représente la sécurité domestique, mais elle est vide. Le ferry représente une organisation collective, mais il est exposé sur l'eau. La maison de Harlan possède des murs et un sous-sol, mais l'intérieur y devient plus dangereux que l'extérieur. La maison des grands-parents à Boston, elle, n'apparaît qu'après la chute des tripodes. Le film ne dit pas que les murs protègent les personnages. Il montre plutôt que le foyer n'a de valeur que lorsqu'il reste des personnes vivantes pour l'habiter et se recevoir les unes les autres. La dernière réunion résonne alors avec le début. Mary-Ann avait déposé les enfants chez Ray parce qu'un week-end devait être pris en charge. Dans la dernière maison, Ray arrive avec Rachel et retrouve Robbie. Le film ne revient pas sur le divorce, ne règle pas les griefs de Robbie, ne demande pas aux spectateurs de croire que le foyer est redevenu simple. Mais il inverse une chose fondamentale. Au début, Ray était le parent auquel les enfants étaient confiés avec méfiance. À la fin, il les ramène, après avoir refusé de les abandonner. Son statut de père n'est plus seulement nominal. Il a acquis une réalité dans ses actes. Cette lecture évite de réduire la guerre des mondes à une leçon décorative sur la famille. Les tripodes ne sont pas là pour donner à Ray une formation accélérée. Il reste une menace de conquête, de mort et d'effondrement. C'est parce que le danger est aussi vaste que les gestes de Ray prennent du poids. Il n'améliore pas sa relation avec ses enfants dans un cadre sécurisant. Il la transforme au milieu d'une situation où aucune réparation n'est garantie. Le film conserve donc sa violence et sa peur tout en laissant apparaître, à l'intérieur de ces éléments, une histoire d'attention enfin devenue concrète. Le regard après coup porte aussi sur le rôle de l'ignorance. Ray ne comprend pas les éclairs quand il les voit. Il ne comprend pas les captures près du ferry. Il ne comprend pas immédiatement la végétation rouge. Puis chaque découverte fait évoluer la précédente. Les éclairs étaient un transport. Les prises avaient une fonction. La végétation était un projet d'occupation. Les oiseaux signalent la fin des boucliers. Le film n'entasse pas ces informations pour créer un mystère gratuit. Il les distribue à mesure que les personnages peuvent en faire quelque chose. Comprendre devient une forme de survie, mais toujours trop tard pour empêcher ce qui a déjà été perdu. Le titre lui-même prend une couleur particulière à la lumière de ce parcours. Une guerre suppose souvent deux camps organisés, des objectifs identifiés et une possibilité de réponse. Or, Ray traverse d'abord quelque chose qui ressemble moins à une guerre qu'à une extermination. Les tripodes n'accordent aucune place aux habitants de Bayonne dans un conflit équilibré. Les armes humaines échouent, les familles sont dispersées. Les captifs servent à une transformation biologique du territoire. La guerre devient visible seulement lorsque l'armée tente de combattre, mais cette tentative est précisément écrasée. Le film maintient pourtant le mot parce qu'il parle de la guerre depuis le côté de ceux qui ne décident rien. Ray n'est ni à l'origine du conflit, ni parmi ceux qui peuvent en modifier l'issue. Il subit la guerre comme les civils subissent les guerres réelles, par une perte d'informations, par des routes impraticables, par des choix impossibles, par la nécessité de sauver d'abord le proche. Cette perspective donne à l'invasion une gravité que ne produirait pas une simple démonstration de monstres. Les tripodes sont redoutables, mais le vrai cauchemar est de ne pas savoir où se trouve la sécurité, ni qui pourra encore y parvenir. La relation entre l'immense et le minuscule revient alors constamment. Les machines dominent les quartiers, mais Ray remarque une voiture ancienne qui démarre. Les éclairs semblent venir du ciel, mais ils entrent par un point exact du sol. Les humains sont capturés par centaines, mais une enfant perdue dans une machine devient le centre de l'action. La victoire finale vient des microbes et le signe préalable est un oiseau qui se pose. Le film ne transforme pas ces contrastes en formules. Il les utilise pour modifier sans cesse l'échelle à laquelle le spectateur regarde la catastrophe. Le lieu du récit participe à ce jeu d'échelle. Les rues de Bayonne, les banlieues, le fleuve, le champ de bataille et la maison isolée ne sont pas des décors interchangeables. Chacun impose une contrainte différente. Dans la rue, il faut trouver une sortie. Dans la voiture, il faut garder les enfants à l'intérieur. Sur l'eau, il faut rester ensemble. Dans la forêt, il faut choisir entre deux enfants. Dans le sous-sol, il faut rester silencieux. À l'intérieur du tripode, il faut agir sans pouvoir fuir. Cette progression géographique raconte le mouvement de Ray tout autant que les dialogues. Elle explique aussi pourquoi le film refuse les longues conversations explicatives.
Les personnages ne restent jamais assez longtemps au même endroit pour élaborer une théorie. Même Arlan, qui cherche à parler de guerre, est interrompu par la menace qu'il ne peut pas accepter. Les informations viennent donc d'un journaliste, d'une rumeur, d'un bruit, d'une observation. Cette fragmentation pourrait être frustrante dans une histoire qui prétendrait résoudre un mystère scientifique. Ici, elle appartient au point de vue. Les survivants n'ont pas besoin de connaître l'ensemble du plan extraterrestre. Ils ont besoin de savoir si la prochaine porte peut les sauver. Le film garde malgré tout une forme de lucidité sur les limites de l'instinct. Réagit vite, et cette rapidité lui permet d'arracher ses enfants à Bayonne. Mais elle ne suffit pas à retenir Robbie. Elle ne permet pas de sauver Manny. Elle ne transforme pas Arlan en allié stable. Elle ne lui évite pas de prendre une décision irréversible dans le sous-sol. La survie de Ray ne vient donc pas d'un flair magique. Elle vient d'une attention qui se construit à travers les échecs. Il apprend ce qui doit être protégé, puis il apprend combien cette protection peut coûter. La dernière maison propose enfin un contrepoint aux machines enterrées. Les tripodes avaient attendu sous terre, invisibles, jusqu'au moment de leur activation. La famille de Marianne, elle, représente une continuité visible et fragile, un lieu où des personnes ont attendu les autres, sans savoir si elles reviendraient. L'invasion est une force qui transforme les vivants en matière et les villes en terrain d'exploitation. La réunion familiale affirme l'inverse. Sans grand discours, des gens existent encore les uns pour les autres, même après avoir cru que tout cela était perdu. Ce n'est pas une conclusion naïve. Les tripodes morts au loin et les traces de la destruction empêchent toute impression de retour immédiat à la normale. Mais le film n'a jamais raconté la reconstruction politique ou mondiale. Il s'achève là où son regard était le plus juste, dans la possibilité pour Ray de franchir une porte avec Rachel et de revoir Robbie. La guerre a été arrêtée par le vivant invisible. Le père, lui, a été changé par les gestes visibles qu'il n'aurait plus le droit de refuser. Un détail du début prend alors une valeur particulière. Ray travaille sur un port, installé dans la cabine d'une grue. Il déplace de lourdes charges avec une machine qu'il connaît parfaitement. Il observe les quais depuis une hauteur relative, communique avec ses collègues, commande un équipement dont les effets sont précis. Dès l'apparition du premier tripode, cette compétence est renversée. Ray se retrouve devant une machine infiniment plus grande, dont il ne comprend ni le but ni le fonctionnement, et sur laquelle il n'a aucune prise. Le film n'insiste pas lourdement sur ce contraste, mais il existe. L'homme qui commence en contrôlant une mécanique industrielle finit par entrer dans une mécanique extraterrestre pour en extraire sa fille. Cette trajectoire rend sa victoire dans le tripode plus intéressante qu'un simple exploit d'action. Ray n'a pas acquis la maîtrise du système ennemi. Il ne devient pas pilote, ingénieur ou stratège. Il a seulement identifié un espace où la machine, conçue pour traiter les humains comme des captifs, peut être retournée par ceux qu'elle enferme. Sa connaissance pratique, son courage et les grenades disponibles se rencontrent dans une circonstance extrême. Le geste est efficace parce qu'il reste à l'échelle de Ray. Il ne promet pas que le même procédé détruira toutes les machines. Il lui permet de briser la cage qui retient Rachel. Les moyens de transport dessinent un autre parcours discret. Au départ, Ray conduit une camionnette et croit encore que conduire signifie choisir une direction. La foule la lui enlève. Le ferry offre une traversée collective mais se retourne contre ses passagers. La route militaire mène Robbie vers une bataille sans issue. Après cela, Ray et Rachel avancent à pied, puis sont emportés à l'intérieur même d'un tripode. Chaque déplacement devient moins volontaire. Le film retire progressivement à Ray l'illusion qu'il peut simplement décider d'un itinéraire. Lorsqu'il atteint Boston, le chemin n'est pas le résultat d'un plan réussi. C'est la trace laissée par une suite de pertes et de décisions prises au bord de l'échec. Cette dépendance au trajet donne au film une géographie très humaine. Boston n'est pas un objectif abstrait placé sur une carte pour guider le scénario. C'est le lieu où Marianne est censée se trouver, donc l'endroit vers lequel Ray peut encore diriger ses enfants quand il ne possède aucune autre réponse. Chaque détour, chaque arrêt et chaque moyen de locomotion perdu mesure la distance entre le père et ce foyer. Le film ne fait jamais de la route un espace de liberté. Elle est un couloir précaire, disputé par les réfugiés, les soldats et les tripodes. Les maisons, elles aussi, changent de sens au fur et à mesure. La maison de Ray expose son inaptitude à accueillir. Les enfants y arrivent et sentent qu'il n'a rien prévu. Celle de Marianne est ordonnée, mais vide. Arlene possède une maison remplie de ressources, pourtant elle devient le lieu d'un choix impossible. La dernière demeure accueille enfin les personnages après la fin de l'attaque. La série ne raconte pas que les maisons seraient bonnes ou mauvaises. Elle distingue le bâtiment du refuge. Un lieu n'est protecteur que s'il existe encore une relation capable de le rendre habitable. Cette attention aux espaces explique la place singulière de Marianne. Elle ne partage pas la fuite et le film ne lui attribue pas un rôle de sauveuse cachée.
Mais son absence organise l'objectif de Ray, tandis que son retour fournit un terme possible au voyage. Elle est la personne qui avait, avant les tripodes, accepté les obligations que Ray laissait flotter. Le choix de lui rendre Rachel et Robbie ne vient pas diminuer l'effort de Ray. Il reconnaît que la survie ne consiste pas à revendiquer seuls les enfants, mais à les ramener vers les liens qui peuvent les soutenir. La manière dont l'histoire traite les autres survivants évite également une vision trop individualiste. Manny répare une pièce et offre à Ray la seule possibilité de partir, sans pouvoir en profiter lui-même. La foule prend la camionnette, mais cette violence naît aussi de son désespoir. Les passagers du ferry tentent de survivre ensemble avant que la machine ne les disperse. Les personnes capturées aident Ray à détruire le tripode. Même dans un film concentré sur un père et ses enfants, aucune victoire ne naît complètement d'un individu isolé. Ray passe son temps à dépendre de quelqu'un, puis à dépendre d'un groupe, même lorsqu'il se croit seul. Cette idée rend la fin biologique moins étrangère à l'ensemble qu'elle n'en a l'air. Les microbes ne sont pas un allié conscient, mais ils rappellent que Ray et les autres vivent dans un réseau de choses qu'ils ne contrôlent pas. La planète n'est pas un décor passif où les humains et les aliens pourraient faire la guerre comme sur un plateau vide. Elle possède des contraintes, des organismes, une histoire de cohabitation. Les extraterrestres traitent la Terre comme une ressource exploitable et rencontrent la résistance de ce qu'ils n'ont pas vu. Les humains, eux, survivent sans avoir fabriqué cette protection. Ils la reçoivent d'un monde auquel ils appartiennent déjà. La voix du narrateur renforce cette perspective. Au début, elle semble nous placer du côté de l'observateur extérieur, celui qui sait que les extraterrestres regardent la Terre. Elle donne même l'impression que le film va raconter une stratégie gigantesque. À la fin, cette même voix rétablit l'humilité de l'espèce humaine. Les envahisseurs avaient l'intelligence et les machines, mais les humains avaient une adaptation lente, ancienne, inscrite dans la vie de la planète. Entre les deux, Ray n'a jamais accès à ce point de vue complet. Il reste l'être humain qui court dans les rues. Le narrateur ne le remplace pas, il encadre la part du récit qui dépasse son regard. Cette structure permet d'éviter une confusion fréquente autour du dernier acte. L'issue mondiale et l'issue intime répondent à deux questions différentes. Les microbes expliquent pourquoi les tripodes meurent. Ray explique pourquoi Rachel sort vivante de l'un d'eux. L'une de ces réponses ne remplace pas l'autre. Si le film avait laissé Ray sauver la planète seule, il aurait diminué l'idée de Wells. S'il avait laissé les microbes tout résoudre sans faire entrer Ray dans la machine, il aurait diminué le parcours du père. En maintenant les deux lignes séparées, puis en les faisant se rejoindre à Boston, le récit donne une place à la fois à l'accident du monde et au choix humain. Il est possible de lire le film comme une histoire de compétence, mais pas au sens habituel. Ray ne devient pas compétent parce qu'il reçoit une formation. Il apprend à mieux voir ce qui compte. Au début, il sait reconnaître une voiture utilisable, mais il ne voit pas à quel point Rachel se sent abandonnée. Plus tard, il repère le danger d'un bruit dans le sous-sol, la folie grandissante de Harlan, les oiseaux sur le tripode. Cette attention pratique s'élargit en même temps que sa responsabilité. Il ne contrôle toujours pas les tripodes, mais il cesse de traiter les personnes qui dépendent de lui comme des éléments secondaires de sa vie. Robbie demeure la preuve que cette évolution n'est pas un mécanisme simple. Ray comprend beaucoup trop tard ce que son fils attendait de lui, et il doit traverser une partie du film sans pouvoir corriger l'erreur. La séparation militaire le laisse avec une question sans réponse. Le retour de Robbie n'efface pas cette impuissance, il l'encadre. Ray ne reçoit pas une récompense pour avoir bien agi. Il reçoit une seconde possibilité après avoir connu le prix de ne pas être là. Cette nuance donne à la dernière image familiale sa retenue. On ne voit pas une famille guérie, on voit des survivants qui peuvent recommencer à parler. Rachel, de son côté, ne sert jamais simplement à valider l'héroïsme du père. Elle est le personnage qui contraint le film à regarder la catastrophe à hauteur humaine. Ses demandes, ses silences et ses crises rappellent que la peur ne se raconte pas seulement par des bâtiments qui tombent. Elle se ressent dans la difficulté de dormir, dans la recherche d'un visage connu, dans l'impossibilité de comprendre pourquoi des adultes échouent à protéger. Ray ne peut pas supprimer cette peur. Sa réussite consiste à ne plus la laisser seule avec elle. Le film garde ainsi une cohérence rare entre sa forme et sa matière. La caméra ne donne pas assez d'espace pour admirer les tripodes en sécurité, parce que Ray n'en a pas. Le son ne laisse pas toujours identifier l'origine du danger, parce que Ray ne sait pas où regarder. Les explications arrivent par fragments, parce que la famille ne reçoit pas les informations d'un quartier général. La fin se joue sur un détail minuscule, parce que les humains ne possèdent pas l'arme spectaculaire qu'ils espéraient. Chaque choix de narration ramène au même point. Vivre une invasion depuis l'endroit où l'on ne contrôle rien. Ce point de vue donne aussi au film une capacité à rester concret. Il ne dépend pas seulement des effets, ni des références à Wells. On peut se souvenir de lui par les éléments les plus ordinaires qui deviennent hostiles.
Une horloge arrêtée, une route pleine de voitures, une maison silencieuse, une machine qui ne démarre plus, des gens autour d'un véhicule, une porte qui se ferme. Les tripodes rendent ces détails plus terrifiants, parce qu'ils n'arrivent jamais dans un monde fantastique séparé du nôtre. Ils arrivent dans un monde où l'on devait aller travailler, récupérer les enfants et faire une route de week-end. À ce titre, War of the Worlds n'est pas seulement l'histoire d'une invasion extraterrestre. C'est l'histoire d'une journée où toutes les protections imaginaires tombent avant que Ray puisse se réfugier derrière elle. Son autonomie matérielle s'effondre avec l'électricité. Son autorité s'effondre face à Robbie. Sa confiance dans les refuges s'effondre de maison en maison. Ce qui lui reste, c'est la décision de se tourner vers Rachel, puis vers le lieu où ses enfants peuvent retrouver leur mère. Cette décision est limitée, mais le film la traite avec le sérieux d'une victoire. Et lorsque les tripodes cessent enfin de bouger, le soulagement ne provient pas seulement de leur chute. Il vient du fait que Ray peut enfin marcher sans avoir à choisir lequel de ses enfants il doit suivre. Il peut porter Rachel vers une porte ouverte, il peut voir Robbie vivant. La réponse de la planète a arrêté la guerre. Les gestes de Ray ont empêché que sa famille disparaisse entièrement à l'intérieur. C'est sans doute la raison pour laquelle le film résiste si bien à une lecture réduite à ses effets. Les tripodes restent des créations spectaculaires, leur signal sonore reste immédiatement reconnaissable. Et les séquences de fuite gardent une force physique intacte. Mais ce qui les empêche de devenir de simples attractions, c'est le regard que Ray porte sur elles. Il ne les admire jamais. Il les mesure toujours à ce qu'elles risquent de lui prendre. Une rue détruite signifie qu'il doit retrouver les enfants. Un ferry renversé signifie qu'il doit garder leurs mains. Une machine arrêtée signifie peut-être qu'il peut enfin les conduire chez eux. La guerre des mondes ne demande donc pas d'aimer Ray dès ses premières minutes. Elle demande de le suivre assez longtemps pour voir ce que le désastre retire à ses illusions. Il croyait pouvoir être père sans présence réelle. Il croyait qu'un geste improvisé réglerait les demandes de Rachel ou la colère de Robbie. L'invasion lui apprend que les occasions de réparer ne sont jamais garanties. À chaque étape, une porte se ferme, une aide disparaît ou une personne se perd. Ce qui subsiste est la responsabilité qu'il avait déjà et qu'il ne pouvait plus repousser. La fin apporte une réponse nette au mystère des tripodes, mais elle garde une part plus silencieuse pour Ray. Nous savons pourquoi les extraterrestres meurent. Nous ne savons pas exactement comment la famille vivra après cette journée. C'est une retenue juste. Le film aurait pu inventer une dernière conversation où tous les conflits seraient réglés. Il choisit plutôt un geste, une porte franchie, des visages retrouvés. Cette simplicité laisse au spectateur la place de comprendre ce qui a changé, sans prétendre qu'une catastrophe de cette ampleur peut être effacée par quelques phrases. Au bout du compte, l'histoire tient sur une double fragilité. Les extraterrestres disposent d'une force immense, mais ils ne comprennent pas le monde vivant qu'ils envahissent. Ray traverse une situation qu'il ne peut pas contrôler, mais il apprend à reconnaître les personnes qu'il ne peut pas laisser derrière lui. Les premiers s'effondrent parce qu'ils ont méprisé ce qui était trop petit pour être visible. Le second avance parce qu'il finit par donner de l'importance à ce qu'il avait trop longtemps traité comme secondaire. War of the Worlds retrouve ainsi l'intuition de H.G. Wells, tout en lui donnant une urgence familiale. Il rappelle qu'une civilisation puissante peut être vulnérable, que la technologie ne garantit pas la maîtrise, et qu'un monde conquis de force ne devient pas automatiquement habitable. Mais il ne transforme pas ces idées en leçons détachées des personnages. Elles existent dans une voiture qui ne démarre plus, dans un enfant qui demande sa mère, dans un adolescent qui refuse d'écouter, dans un homme qui accepte enfin de rester. Quand l'image s'arrête sur la famille réunie, ce n'est pas la promesse d'un retour facile à la normale. C'est la preuve, plus modeste, que quelque chose a été sauvé. Les villes devront se relever. Les survivants devront comprendre ce qui s'est passé. Ray, Marianne, Robbie et Rachel devront retrouver une manière de vivre après avoir cru se perdre. Le film s'arrête avant ce travail, parce que son récit n'était pas celui de la reconstruction. C'était celui d'un père qui devait apprendre, dans le pire moment possible, que partir n'est pas toujours fuir et que revenir n'est jamais automatique. Les tripodes disparaissent, la végétation rouge se dessèche, les oiseaux reviennent sur les machines. Pourtant, le souvenir le plus fort n'est peut-être pas une arme, ni un rayon, ni même l'explication des microbes. C'est Ray qui marche, couvert de fatigue, avec Rachel près de lui, vers la maison où Robbie attend. Après avoir traversé un monde devenu méconnaissable, il arrive enfin là où son rôle de père commence vraiment. Il reste alors une dernière nuance. Ray ne gagne pas la confiance de ses enfants parce qu'il réussit tout. Il la mérite parce qu'il cesse de mesurer ses décisions à son propre confort. À Bayonne, il court parce que le danger vient de surgir. Dans le sous-sol, il supporte seul une décision qui le brise. Dans le tripode, il avance vers Rachel alors que la fuite serait plus simple. Ces gestes ne composent pas une légende héroïque. Ils composent une présence.
La victoire n'efface ni les ruines ni les années perdues, mais elle rend possible ce que Rey n'osait plus espérer. Partager demain avec eux, sans prétendre que ce lendemain ne demandera aucun effort de leur part. C'est cette présence qui donne à la dernière réunion sa valeur. Marianne, Robbie et Rachel n'ont pas besoin d'un homme qui prétend comprendre l'invasion. Ils ont besoin de quelqu'un qui ne disparaît plus lorsque le monde devient difficile. Le film referme donc son grand récit de science-fiction sur une vérité très simple. Aucune force ne garantit la sécurité, mais l'attention portée aux autres peut empêcher que la peur devienne un abandon. Entre la première maison en désordre et la dernière porte franchie, Ray a appris cette différence. La Terre a vaincu les envahisseurs parce qu'elle contenait déjà. Ray, lui, sauve sa place dans sa famille en devenant enfin capable d'y rester durablement.